Un homme conduit un hors-bord sur l'eau, où flottent des corps de personnes noyées, certaines encore dans une posture de demande d'aide. Il est clair qu'il n'a pas eu le temps de réagir lorsque la catastrophe s'est produite. Cette catastrophe n'est pas une calamité naturelle, mais une catastrophe causée par l'homme. Des signaux radio sont transmis par intermittence. Les résidents survivants se rendent rapidement au plus haut sommet. Un typhon artificiel provoque l'inversion des courants océaniques. Le barrage anti-inondation se désintègre rapidement. Le niveau de la mer augmentera de 70 mètres dans les 24 heures. Après avoir entendu la nouvelle, vous réfléchissez rapidement. Avec vos propres capacités, vous ne pouvez pas distancer l'eau montante en 24 heures. La seule façon de survivre est de naviguer vers la mer, de chercher une île déserte et d'attendre l'arrivée des secours. Après avoir déterminé l'itinéraire, vous démarrez le hors-bord et vous dirigez vers le quai. Le quai, autrefois animé, ne compte plus que quelques bateaux de pêche isolés. Vous apercevez immédiatement votre arche de Noé. Un vieux bateau en bois délabré. Après quelques modifications rapides, le bateau en bois est renforcé avec des pneus et des barres d'acier. Vous naviguez sur la petite embarcation dans la ville à la recherche de fournitures de survie utilisables. Lorsque le bateau traverse la ville, des gens vous crient souvent à l'aide, mais vous n'osez pas répondre. Vous vous contentez de faire avancer les rames mécaniquement. Les appels passent de la demande d'aide aux malédictions. Vous savez que la bonté est un luxe dans l'apocalypse. Après un moment d'hésitation, vous glissez jusqu'à l'extérieur d'un parking vertical. Après avoir fixé le bateau, vous entrez dans le parking. La lumière de votre lampe de poche brille à l'intérieur. Soudain, un objet au loin fait se contracter vos pupilles. Un bateau pneumatique blanc est coincé à côté d'un pilier. Votre respiration s'accélère. Votre cœur bat violemment. Votre regard est fixé sur le moteur hors-bord à moitié immergé dans l'eau. C'est l'outil qui peut réellement vous permettre de survivre à l'apocalypse. Vous réprimez votre joie, observant attentivement le bateau pneumatique. Malheureusement, il y a une grosse brèche sur le côté gauche de la proue. Heureusement, le moteur n'a subi aucun dommage. Vous continuez à chercher dans le parking, en regardant les voitures qui flottent autour. Votre regard se porte en priorité sur les véhicules tout-terrain coûteux. On y trouve généralement de nombreux outils de survie en milieu sauvage. Rapidement, un Land Rover noir apparaît dans votre champ de vision. Vous levez un pied de biche et visez la vitre. Vous forcez de toutes vos forces et la vitre se brise avec fracas. Vous vous précipitez à l'intérieur pour chercher. Rapidement, une boîte de matériel de pêche professionnel et une boîte à outils portant l'inscription Bosch sont sortis du véhicule. Vous ouvrez le loquet en tremblant. Un ensemble d'outils Bosch neufs apparaît devant vous. Vous poussez un cri de joie. Avec cet ensemble d'outils, il sera beaucoup plus facile de démonter le moteur. Après l'excitation, vous continuez à explorer dans l'eau. Vous aviez initialement prévu de vous reposer une nuit. Vous êtes resté occupé jusqu'au matin. Debout dans la cabine, vous faites l'inventaire du butin de la nuit, un sac de couchage compressé, un matelas de sol autogonflant, un ensemble d'ustensiles de cuisine de plein air, une batterie externe de grande capacité. Alors que vous organisez les fournitures, une forte odeur de diesel attire votre attention. Le courant a poussé un pick-up près de vous. 2 bidons en plastique jaune à l'avant du véhicule vous font jubiler. 40 litres de diesel au total, en comptant le volume de carburant dans le réservoir du bateau pneumatique. Cela signifie que vous avez une autonomie de plus de 400 km, ce qui rend votre plan de navigation, qui était encore un peu vague, soudainement fiable. Cependant, vous avez une chose délicate à régler. Après avoir transféré tout le butin sur le bateau, la charge totale du bateau en bois atteindra sa limite supérieure. La profondeur d'immersion accrue de la coque signifie également que les vagues mouilleront plus facilement le fond du bateau et que la résistance aux vagues diminuera considérablement. Le plus urgent est d'ajuster rapidement les fournitures à l'intérieur de la cabine pour éviter les problèmes mentionnés ci-dessus. Vous détachez les amarres et faites glisser le bateau vers une zone d'eau relativement ouverte. La ligne de flottaison est nettement plus haute que lors de la dernière mesure. Cependant, il ne reste que moins de 30 cm de franc-bord au-dessus de la ligne de flottaison. Vous murmurez, sacrifier une partie de la stabilité permet d'obtenir une puissance, une énergie et une qualité de survie décisive. Tant que je conduis prudemment et que j'évite les fortes vagues, il n'y aura pas de problème. Alors que vous êtes plongé dans vos pensées, un bruit d'eau vous alerte instantanément. Vous regardez rapidement en direction de l'entrée du parking. L'issue, où l'on pouvait autrefois voir la lumière. Il ne reste plus qu'un espace de moins d'un demi-mètre de haut. Dépêchez-vous, sinon vous resterez coincé ici pour toujours. Après que la proue du bateau ait quitté la sortie du parking, vous regardez le ciel. Une forte sensation de fatigue vous empêche de réfléchir. Vous faites glisser le bateau à l'extérieur d'un immeuble de bureau à proximité, sortez les amarres pour le fixer, puis avalez quelques biscuits de rationnement. Vous vous glissez ensuite dans votre sac de couchage. Avant de perdre complètement conscience, vous n'avez qu'une seule pensée en tête. Je dois survivre. Quelques heures plus tard, un bruit d'eau vous réveille. Vous regardez rapidement les marques que vous aviez faites avant de vous coucher. Le niveau de l'eau a augmenté de plus d'1 mètre en quelques heures. Vous n'avez qu'une seule pensée en tête à cet instant. Vous devez partir d'ici. Mais pour l'instant, ramer seul ne suffit pas à vous emmener loin dans cette zone d'eau ouverte. Vous devez installer un cœur sur le bateau en bois. Vous utilisez les panneaux de porte en acier que vous avez récupérés comme tableau arrière à l'arrière du bateau. Mais l'installation du moteur vous prend beaucoup de temps. La perceuse manuelle semble si impuissante face à la plaque d'acier. Vous ne pouvez que rectifier lentement, petit à petit. Un seul trou prend 1 heure à percer. Finalement, avant le coucher du soleil, vous fixez le moteur sur le tableau arrière à l'aide de boulons à haute résistance.
Vous vous appuyez contre le bastingage, regardant ce bateau en bois méconnaissable. Ce n'est plus un simple bateau de nettoyage ballotté par les vagues, mais un navire de guerre qui affronte les tempêtes dans l'apocalypse. Vous allumez l'ordinateur et consultez les cartes marines, à la recherche de l'île la plus proche et suffisamment haute. Après un moment de réflexion, votre regard se pose sur les îles Yinfan. Il y a de nombreuses îles là-bas, dont beaucoup sont inhabitées. Parmi elles, l'île de Xugong attire votre attention. Tous les habitants de l'île ont émigré il y a de nombreuses années. Les maisons qui restent sur l'île peuvent être rénovées et utilisées comme abris. De plus, les eaux environnantes sont riches en seiche et en mérou, surnommés les entrepôts de poissons naturels. Toute l'île est recouverte de forêts de pins noirs et la végétation est luxuriante. Le sol de l'île est fertile et a la capacité de retenir l'eau douce. Plus important encore, l'île de Xugong n'est qu'à 200 km de votre position actuelle. Avec votre autonomie actuelle, vous pouvez facilement l'atteindre. Sans plus attendre, vous démarrez le bateau et quittez la zone actuelle, en vous dirigeant vers la destination qui représente un nouveau départ. Les 3 jours suivants, vous entrez dans un état de navigation intense. Afin d'économiser du carburant et de vous cacher, vous ne pouvez pas quitter la zone urbaine. Vous ne pouvez compter que sur la force humaine pour ramer. En chemin, vous découvrez qu'en raison du reflux de l'eau de mer dans la pêcherie profonde et la zone terminale, une grande quantité de poissons marins et terrestres. Les poissons apparaissent sous l'eau. Vous utilisez un filet à lancer pour attraper du poisson, tout en gesticulant et en réfléchissant aux futures sources de nourriture. Vous pouvez également obtenir de l'eau douce par distillation de l'eau de mer. Les aiguilles de pin de l'île Xugong peuvent être infusées dans l'eau pour reconstituer la vitamine C. Ce serait encore mieux si vous pouviez trouver des légumes sauvages comestibles. Maintenant, vous devez réfléchir aux conditions nécessaires pour survivre. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez attendre l'arrivée des secours et rejoindre vos parents à l'intérieur des terres. Pendant ces jours de navigation, regardez autour de vous. Vous vous retrouvez à flotter sur une étendue d'eau incroyablement vaste. En regardant vers l'ouest, les hauts bâtiments qui représentent la civilisation humaine sont devenus une rangée d'ombres indistinctes. Vous savez que vous avez réussi à traverser la ville et à atteindre la rive sud de l'embouchure de la longue rivière. Après cela, c'est le véritable monde océanique. Vous sortez rapidement votre téléphone et ouvrez la carte hors ligne que vous avez téléchargée à l'avance. Heureusement, le positionnement par satellite fonctionne encore. Après avoir confirmé votre position, vous confirmez qu'il reste 180 km jusqu'à votre destination, et que vous pourrez l'atteindre dans 2 jours. Mais vous savez que ce n'est pas le moment d'être optimiste. La mer ne sera jamais calme. Après avoir effectué la dernière vérification, vous tirez sur le moteur. Avec le rugissement du moteur, la proue du bateau pointe fermement et inébranlablement vers l'est. L'ère de la grande navigation a commencé. Dans cette étendue d'eau ouverte, vous avez une autre chose à faire. Vous sortez un filet de lancer et un fusil à harpon et commencez à vous entraîner à pêcher. C'est une compétence de survie nécessaire. Vous attachez une bouteille vide. La lancez à 10 km dans l'eau comme cible. Le premier tir de harpon passe juste en dessous de la bouteille. Vous vous tapez le front avec contrariété. J'ai oublié l'effet de réfraction de l'eau que j'ai appris en physique au collège. Après avoir récupéré le harpon, vous faites une deuxième tentative. Cette fois, vous baissez la visée d'environ 5 cm. Le harpon est tiré à nouveau. Cette fois, il frôle presque le fond de la bouteille. Vous ne vous découragez pas et ajustez encore et encore. Ce processus est ennuyeux et monotone, mais vous y prenez plaisir. Vous sentez que vous grandissez à une vitesse visible à l'œil nu. Vous n'êtes plus cet étudiant qui ne fait que parler de théorie, mais vous êtes en train de devenir un survivant capable de survivre dans cette mer de la mort. Juste au moment où vous installez le harpon, prêt à continuer à vous entraîner. Votre vision périphérique balaie l'horizon oriental. Vous voyez une série de points noirs extrêmement petits à l'endroit où l'eau et le ciel se rejoignent. Les points noirs s'agrandissent à une vitesse fulgurante. C'est fini. Une flottille navigue vers vous. Votre cœur remonte instantanément dans votre gorge. Sont-ils ennemis ou amis? Combien sont-ils? Ont-ils des armes? Une série de questions explose dans votre esprit. Vous n'avez pas le temps de réfléchir à ces questions. Vous appuyez rapidement sur l'accélérateur au maximum et faites demi-tour, voulant juste vous éloigner de cette flottille le plus rapidement possible. Mais un événement inattendu se produit. Le moteur, qui fonctionnait de manière stable, a soudainement un son saccadé, accompagné d'un bruit sourd. Il s'est complètement arrêté en pleine mer Zut. Vous vous précipitez immédiatement vers la poupe et tirez frénétiquement sur la corde de démarrage. Mais peu importe la force que vous mettez, il n'y a aucune réaction, sauf le bruit de collision métallique de la corde de démarrage. Vous savez que le séparateur d'eau doit être bouché par des débris sous-marins, mais il n'y a pas le temps de résoudre le problème maintenant. Vous regardez la vitesse à laquelle la flottille s'approche. Vous vous retournez, vous faufilez dans le toit et sortez le fusil à harpon que vous serrez dans vos bras. Si l'autre partie a de mauvaises intentions, vous utiliserez le fusil à harpon pour lancer la première attaque. Ensuite, vous utiliserez le pied de biche pour la dernière résistance. Après avoir tout planifié, vous observez à travers les fentes du blindage des pneus. Quelques minutes plus tard, vous voyez clairement à quoi ressemble l'autre partie. Ce n'est pas un navire de guerre ou un bateau pirate comme vous l'imaginiez, mais une flottille composée de 5 ou 6 bateaux de pêche de taille moyenne. Plusieurs hommes sur la proue du bateau de tête parlent fort. En regardant leur formation désordonnée, vous essayez de pousser un soupir de soulagement. Ils semblent être des pêcheurs partis en mer et ne connaissent pas la situation. Mais vos nerfs sont toujours tendus. En cette fin du monde, les humains sont bien plus dangereux que les bêtes sauvages. Bientôt, les deux parties se rencontrent à moins de 50 mètres.
Un vieil homme aux cheveux gris dans le bateau de pêche crie avec un haut-parleur. Petit frère, votre bateau a-t-il un problème? En entendant cette salutation pleine de couleurs locales, vos nerfs tendus se relâchent un peu. Après avoir hésité, vous vous levez lentement de la cabine, les mains levées au-dessus de votre tête pour indiquer que vous n'avez pas d'armes. Et criez fort, mon bateau ne démarre plus, alors que le bateau de pêche s'approche lentement. Le vieux capitaine saute dans la cabine, regardant de haut en bas votre étrange bateau. Petit frère, comment vous êtes-vous retrouvé seul ici? Y a-t-il un problème dans la ville? Vous regardez leur visage vide et comprenez instantanément. Ces personnes étaient en train de pêcher en haute mer lorsque la catastrophe s'est produite et ne savent rien de ce qui s'est passé sur Terre. Vous restez silencieux pendant un moment et leur racontez tout ce qui s'est passé pendant cette période. Les pêcheurs écoutent votre récit en silence, leurs expressions passant du doute au choc, puis à la peur et au désespoir. Après le récit, le vieux capitaine se lève lentement et s'essuie vigoureusement le visage. Il dit aux membres de l'équipage d'un ton qui ne souffre aucune contestation, « Reprenez-vous tous. Le ciel ne nous est pas encore tombé sur la tête. Vos familles vous attendent-elles toujours à la maison ?» Puis il se tourne vers vous et vous regarde, « Petit frère, votre bateau a-t-il un séparateur d'eau bouchée? Je vais vous aider à le réparer. » Ensuite, vous me raconterez en détail la situation actuelle dans la ville. En regardant les quelques personnes qui s'apprêtent à monter à bord, un fort sentiment de vigilance surgit dans votre cœur. Vous reculez instinctivement d'un demi-pas et glissez secrètement votre main vers le pied de biche. Laissez des étrangers monter à bord de votre bateau et vérifiez votre moteur. Ce bateau est votre seule forteresse. Et aussi votre seule faiblesse. Semblant percevoir votre vigilance, le vieux capitaine soupire et crie à nouveau. « Petit frère, rassurez-vous. Nous sommes tous des gens honnêtes qui vivons de la mer. Dans ce monde, survivre est une chance. Je vous aide, c'est aussi m'aider moi-même. Vous devez me raconter en détail à quoi ressemble la ville. » En regardant le visage sincère du vieux capitaine, vous décidez de tenter le coup, en croyant qu'il restera encore une trace de chaleur humaine dans cette fin du monde. Après que vous ayez acquiescé, 2 pêcheurs sautent dans la cabine et commencent à vérifier le moteur. En regardant les 2 pêcheurs se concentrer sur la réparation, vous sautez sur le bateau du vieux capitaine. « Petit frère, ne vous précipitez pas pour parler. Voici Asheng. Sa soupe de poisson braisé de Shaozu est un délice. Vous devez avoir été affamé ces derniers jours. Buvez d'abord quelque chose de chaud pour vous réchauffer. » Vous prenez le bol de soupe tendu par le vieux capitaine. L'arôme riche de l'oignon et du gingembre mélangé à la saveur fraîche de la soupe de poisson vous fait ressentir à nouveau le goût unique et vivant du monde civilisé. Vous êtes presque en larmes. Après avoir bu la grande soupe de poisson jusqu'à la dernière goutte, sous les regards de tous, tu commences à raconter tout ce que tu sais. Les pêcheurs écoutent en silence. Quelqu'un étouffe un sanglot en entendant les détails de l'inondation de la ville par l'eau de mer. Le jeune pêcheur ne peut retenir sa tristesse et se met à pleurer bruyamment. Le vieux capitaine est assis en silence par terre, tirant une bouffée après l'autre. Après avoir tout expliqué clairement, tu retournes à ton bateau. Le pêcheur chargé des réparations te montre les eaux usées du séparateur huilot. Tu vois, c'est ça qui causait le problème. J'ai rincé le filtre pour toi. J'ai aussi ajouté un filtre à sable supplémentaire. Après ça, il ne devrait plus y avoir de problème. Et ton bateau est alourdi à l'avant. C'est pour équilibrer ce moteur, n'est-ce pas? De cette façon, la capacité de tenue à la mer de ton bateau sera bien pire. Tu dois faire très attention en naviguant. Le bateau est réparé, et l'heure des adieux est venue. Tu regardes les pêcheurs de la flottille, le visage livide à cause du désespoir, et tu décides de leur donner une lueur d'espoir. Même si cet espoir est de ton invention. Quand je suis sorti de la ville, j'ai vu des troupes organiser l'évacuation de tout le monde. La puissance de notre pays est si grande. Ils vont certainement secourir nos familles. Il est fort probable qu'elles aient déjà été transférées dans des villes plus sûres à l'intérieur des terres. Ces mots sont comme une piqûre de rappel, rallumant l'espoir dans les yeux de ceux qui étaient désespérés. Tu vois, comme le dit le vieux capitaine. Ma destination est l'île Xugong de l'archipel de Changlou. Si vous revenez et que la situation est mauvaise, vous pouvez venir me chercher ici. Le vieux capitaine te fixe longuement, puis pousse un long soupir. Jeune frère, je te souhaite bonne chance. Anyu, sors des provisions de poissons séchés de la cabine. Je n'ai pas beaucoup d'eau douce dans mon bateau, je ne peux pas t'en donner. Mais il y a assez de poissons séchés. Tout cela est conservé dans du sel de mer, il peut être conservé longtemps, assez pour que tu manges pendant le voyage. Juste au moment où vous 2 discutez. Ce jeune homme, qui s'appelle apparemment Asheng, s'approche avec une canne à pêche en mer. Frère, tiens, prends ça. L'efficacité de ton filet à lancer est trop faible et il est facile de s'accrocher au fond. Utilise ce leurre métallique, jette-le à la mer, attends qu'il coule au fond, puis ramène-le en tirant par à coups. Ces barres sont stupides, ils le poursuivent et le mordent. Tu regardes la canne à pêche dans ta main, puis les sourires sincères des pêcheurs. Tu cries fort, prenez soin de vous tout le monde. Vous devez absolument rester en vie. Dans le rugissement du moteur, tu regardes cette flottille se diriger vers la ville. C'est peut-être la dernière fois que tu vois des êtres humains qui conservent encore un peu de bonté. Après avoir dit au revoir à la flottille, tu démarres le moteur. Tu ajustes l'accélérateur à une vitesse de croisière économique. Accompagné par le bruit du moteur, tu continues vers ta nouvelle destination inconnue. Les 2 jours suivants, l'eau de mer passe d'une couleur glorieuse à un bleu grisâtre. Alors que tu grignotes du poisson séché et que tu imagines boire un coca glacé, une ombre semblable à un rocher se profile à l'horizon. Tu sautes d'excitation.
C'est l'archipel de Changlou. Tu regardes la zone verte indiquée par le positionnement satellite sur ton téléphone. Enfin arrivé à l'archipel de Changlou, dans le coin nord-ouest du parc marin national. Tu redéfinis rapidement ton itinéraire. Mais juste au moment où tu es occupé à établir un itinéraire, une volée de fumée blanche s'élève à mi-hauteur d'une île au loin. Il y a quelqu'un ici. Cette information soudaine brise instantanément ton fantasme d'une île déserte et d'un paradis maritime. Tu éteins le moteur et sors tes jumelles, pointant vers l'endroit où la fumée blanche s'élève. L'île est couverte d'une végétation luxuriante, et il y a une zone imperméable à mi-hauteur. Des abris temporaires faits de bâches et de planches de bois. Au milieu des vagues déferlantes, dans ce monde post-apocalyptique, tu n'es pas le premier Christophe Colomb à atteindre le nouveau continent. Mais un retardataire sur un navire chargé de provisions. Tu ne sais pas combien de bontés humaines restent aux survivants, mais tu sais que le diesel et les autres fournitures dans la cabine suffisent à faire de toi un agneau entrant dans la gueule du loup. Tu dois maintenant être plus prudent et plus discret. Tu abandonnes l'idée de traverser les îles. Mais tu prends une grande courbe par le sud et te faufiles derrière l'île Xugong. Le nouvel itinéraire est plus long et les risques potentiels sont également multipliés. Mais tu n'as pas le choix. Après avoir redémarré le moteur, tu règles l'accélérateur à un niveau presque. Pendant les 2 jours suivants, tu as utilisé tes compétences de survie à l'extrême. Pendant la journée, tu te caches complètement sous le toit de la cabine, laissant le petit bateau monter et descendre avec les vagues. La nuit, tu te caches derrière les rochers, recouvrant tout le bateau d'une bâche imperméable avant de dormir. Ainsi, le 5e jour de navigation, tu regardes la position de l'île Xugong sur la carte. Tu navigues enfin jusqu'à un point situé à 10 km au nord-est de l'île. Tu regardes l'île toute proche. Plus tu approches du succès, moins tu dois être négligent. Tu éteins le moteur et sors tes rames. Pour le reste du voyage, tu vas devoir compter sur la force humaine. Tu vas utiliser des rames pour pagayer. Tu navigues enfin jusqu'à l'île Xugong. Enfin arrivé à un point situé à 10 km au nord-est de l'île. Tu regardes l'île toute proche. Plus tu approches du succès, moins tu dois être négligent. Tu éteins le moteur et sors tes rames. Pour le reste du voyage, tu vas devoir compter sur la force humaine pour pagayer. Lorsque le ciel prend une couleur blanc rosé, tu glisses enfin jusqu'à la périphérie de l'île Xugong. Ce que tu ne peux pas imaginer, c'est que la marée montante a submergé la plaine côtière. Toutes les maisons abandonnées que tu avais imaginées ont disparu. Ce qui te réjouit, c'est que la végétation de l'île principale est toujours là. La forêt noire dense n'a pas été affectée par la fin du monde. Un immense espoir s'allume dans ton cœur. Avec une forêt aussi dense, la teneur en eau douce de l'île doit être très élevée. Après avoir fait le tour de l'île pendant une matinée, tu peux confirmer qu'il n'y a aucune trace de vie humaine sur l'île. Un sentiment indescriptible de fatigue et de soulagement t'envahit instantanément. Tu te penches sur le bastingage, repensant à ces dizaines de jours de longue fuite. La peur et la solitude tout au long du chemin prennent enfin fin à ce moment. Tu as réussi, grâce à tes connaissances, ton courage et un peu de chance. Dans ce monde post-apocalyptique, tu as trouvé un endroit où t'installer et gagner ta vie. Mais tu ne débarques pas tout de suite. Tu es déjà épuisé, et l'endroit où tu te trouves est rempli de récifs. Heureusement, tu sors des ustensiles de cuisine de camping de la boîte de fourniture et tu pêches un bar dans la mer. Alors que la flamme du réchaud à gaz s'élève, tu vas organiser une fête pour célébrer ta victoire. À partir de demain, tu ne seras plus un réfugié fuyant dans la panique. Au matin, accompagné par les vagues et le chant des oiseaux, tu ouvres les yeux dans ton sac de couchage, grignotes quelques morceaux de poisson séché, puis démarres le moteur et te diriges vers la baie en forme de trompette que tu as explorée hier. Au moment où le bateau entre dans la baie, les bruits du vent et des vagues s'estompent complètement, la surface de l'eau dans la baie est maintenant calme. On peut même voir les vestiges des villages submergés sous l'eau, ainsi que les bancs de poissons qui nagent tranquillement dans les vestiges. Cependant, rien n'est parfait. Ce n'est qu'en approchant le bateau de la pente douce que l'on se rend compte que la soi-disant pente douce est formée par un glissement de terrain, et l'angle d'inclinaison dépasse toujours 45 degrés. Vous essayez de caler la proue du bateau contre la paroi rocheuse, puis vous grimpez à l'aide de vos mains et de vos pieds, mais la paroi rocheuse glissante n'offre aucun point d'appui. Vous retombez dans le bateau après avoir grimpé à peine un demi-mètre. Vous reprenez votre souffle en regardant. Même si vous pouviez grimper, il y a des caisses de matériel pesant des dizaines de kilos et des batteries externes. Il est impossible pour moi de monter ces choses une par une. L'urgence est de trouver une solution. Vous ouvrez votre ordinateur portable et vous effectuez une recherche dans les données enregistrées. Bientôt, une entrée apparaît, ponton flottant réduit et construction sur place. Après l'avoir étudiée attentivement, vous la combinez avec vos maigres ressources. Vous décidez d'utiliser des grumes, des bouées et des cordes pour construire un pont de cordes flottant réduit. Une fois le plan décidé, vous commencez à chercher des matériaux. Les cordes et les pneus sont déjà disponibles. La seule chose qui manque, ce sont les grumes pour construire le tablier du pont. Vous levez les yeux vers la pinède noire luxuriante sur la rive. L'étape suivante est le test ultime de votre endurance. Après avoir préparé les outils, vous vous dirigez à nouveau vers cette pente raide. Cette fois, vous apprenez de vos erreurs et insérez la pointe du pied de biche dans les fissures de la roche. En guise de point fixe temporaire, vous utilisez vos mains et vos pieds et grimpez petit à petit avec difficulté. Lorsque vous atteignez cette plateforme légèrement moins raide, vos jambes tremblent déjà de manière incontrôlable, mais vous ne vous reposez pas et commencez immédiatement à abattre des arbres. Cependant, de nouvelles difficultés surviennent. Il est extrêmement difficile d'abattre un pin rempli de branches et d'humidité. La scie à main ne laisse que de légères marques blanches sur le tronc.
Vous serrez les dents et appuyez de toutes vos forces sur la scie à main, en tirant désespérément. Après je ne sais combien de temps, vous avez finalement scié une entaille d'environ un doigt de profondeur dans le tronc. Vous reprenez votre souffle en regardant le pin presque intact. À cette vitesse, je ne pourrais pas scier un arbre en une journée. Vous vous effondrez soudainement sur le sol en regardant les outils à côté de vous. Soudain, une idée audacieuse vous vient à l'esprit. Vous levez votre pelle de pionnier et, imitant les mouvements d'un bûcheron, vous visez l'entaille et vous abattez de toutes vos forces. Un bruit sourd résonne dans la forêt. Le tranchant latéral de la pelle de pionnier s'enfonce profondément dans le tronc. Efficace! Vous êtes fou de joie. Bien que ce mouvement soit laborieux. Mais l'efficacité est supérieure à celle d'une scie à main. Après je ne sais combien de temps, un craquement retentit, et le pin tomba lentement vers le sol. Vous jetez également la pelle et vous vous affalez sur le sol. Bien que fatigué, vous êtes incroyablement heureux. C'est la première ressource que vous obtenez sur cette île. Les 2 jours suivants, vous avez abattu des arbres. Après avoir abattu 6 pins de longueur et d'épaisseur similaires, vous avez commencé la première étape de la construction du ponton. Les pneus démontés, 2 par 2, ont été attachés avec du fil de fer pour former 3 bouées à flottabilité énorme. Ensuite, les 2 grumes les plus longues ont été placées parallèlement sur la surface de l'eau en tant que poutre principale. Les bouées et les grumes ont été fixées avec des cordes. Ensuite, vous avez disposé les 4 grumes restantes horizontalement sur les poutres principales, fixées avec du fil de fer et des cordes pour former un ensemble solide. Ce processus est toujours plein de difficultés et de difficultés. Vous luttez constamment contre la flottabilité de l'eau et les courants sous-marins, mais vous n'abandonnez pas. Finalement, la dernière corde du ponton est attachée au rocher. C'est déjà le crépuscule du 3e jour. Vous êtes assis sur le ponton de 5 mètres de long et 1 mètre de large. Flottant tranquillement sur l'eau. Vous vous tenez sur le ponton et profitez d'un sentiment d'accomplissement sans précédent. À ce moment, vous avez vraiment pris pied sur l'île. La nuit tombe et vous ne vous reposez pas. Après avoir transporté toutes les fournitures, vous sortez une ligne de pêche et une bouteille en plastique et vous commencez à installer un système d'alerte simple. De cette façon, que ce soit une anomalie du navire ou un intrus étranger tentant de débarquer, la bouteille remplie de pierres émettra un son pour vous réveiller. Après avoir fait tout cela, vous vous glissez dans votre sac de couchage, vous sentez la terre sous vos pieds et vous écoutez le rythme des vagues qui s'écrasent sur le rivage. C'est le sommeil le plus paisible que vous ayez eu depuis la fin du monde. Au petit matin du mois, vous faites l'inventaire de la consommation récente de fournitures. La batterie externe a encore 82% de sa charge. Il reste encore 9 kg de biscuits de compression sur 10 kg, et 27 litres de diesel sur 50 litres. Mais le plus mortel, c'est l'eau douce. Enfin, il y a les outils et les matériaux. Il caresse la boîte à outils froide, le cœur rempli de gratitude. Cordes. Près de la moitié des 50 mètres de cordes en nylon ont été utilisés pour construire le ponton et le camp, il n'en reste plus que 25 mètres environ. Il faut l'économiser. Le fil de fer est également presque épuisé. Il faudra en collecter davantage la prochaine fois que j'en aurai l'occasion. Une fois l'inventaire terminé, Su-Ming a une feuille de route claire dans son esprit. Mais il a repensé à un autre problème fatal qu'il avait temporairement mis de côté, les vitamines. Il a touché ses gencives. Bien qu'elles ne saignent pas encore, il sait que s'il ne mange que du poisson séché et des biscuits de compression pendant une longue période, le scorbut arrivera tôt ou tard. Il ne faut plus attendre. Il s'est levé, a pris sa pelle de pionnier et une gourde vide, et à la lueur de la lune. Il est entré dans la pinède noire à côté du camp. Le parfum des pins était particulièrement fort dans l'air nocturne. Il a soigneusement identifié à l'aide d'une lampe de poche, à la recherche des aiguilles de pin les plus fraîches et les plus vertes. Il se souvenait que les données disaient que les nouvelles aiguilles au printemps avaient la teneur en vitamine C la plus élevée. Bien que ce soit l'été maintenant. Mieux que rien. Il a cueilli une pleine brassée d'aiguilles de pin vert émeraude et est retourné au camp. Il n'a pas utilisé d'eau purifiée précieuse, mais a pris de l'eau de mer filtrée et désalinisée dans le réservoir d'eau vert du bateau. Il savait que faire bouillir des aiguilles de pin avec de l'eau de mer aurait un goût étrange. Mais maintenant, il ne peut plus se soucier de tout cela. Il a allumé le réchaud à gaz. Il a mis les aiguilles de pin et l'eau de mer ensemble dans une petite casserole et les a fait bouillir lentement. Bientôt, un parfum boisé étrange, mêlé de pin et d'une odeur de poisson salé d'eau de mer, s'est répandu dans la cabane. Lorsque l'eau dans la casserole est devenue vert clair, il a éteint le feu et a versé cette eau bouillante, qui ressemblait à une médecine chinoise, le thé aux aiguilles de pin, dans sa gourde. Il a soufflé dessus et a pris une petite gorgée prudemment. Un goût indescriptible. Le goût amer, astringent et salé explosa instantanément dans sa bouche. Ce goût était pire que n'importe quel médicament qu'il ait jamais bu. Il réprima son envie de vomir. Fronçant les sourcils, il avala cette gorgée de thé. Un remède amer est bon pour la santé, se consola-t-il. Il savait qu'il n'était plus ce réfugié fuyant et terrifié. Il était un bâtisseur, un pionnier, quelqu'un qui allait, sur ses ruines, rallumer l'étincelle de la civilisation. Et cette tasse de thé d'aiguille de pin difficile à avaler était le premier remède amer qu'il buvait pour son avenir. C'était plutôt réconfortant, sur ce matelas fait d'aiguilles de pin, qui dégageait un parfum frais. Le campeur dormit du sommeil le plus paisible depuis l'apocalypse. Plus de tumulte urbain. Plus de cadavres flottants, plus de peur de l'inconnu. Seulement le ressac des vagues contre la falaise. Une berceuse rythmée, et la brise parfumée d'herbe et d'arbres qui s'infiltrait à travers les fissures de la cabane en bois. Quand le premier rayon de soleil, filtré à travers l'ouverture d'observation orientée à l'est qu'il avait spécialement aménagée,
se posa sur son visage. Il sembla que toute sa fatigue avait été dissipée par cette nuit de sommeil profond. Il savait qu'à partir d'aujourd'hui, il ne serait plus un réfugié luttant pour survivre, mais un pionnier devant planifier et explorer son territoire. Il sortit de cette petite cabane chaude et solide. Il inspira profondément l'air frais et frais du matin. Sur la mer, flottait encore une fine brume matinale. Les Twin Peaks, au loin, apparaissaient et disparaissaient dans la brume, comme une peinture à l'encre. La première chose qu'il fit fut de boire une grande gorgée de ce thé d'aiguille de pain amer. Puis, il grignota 2 morceaux de poisson séché dur. Des munitions et une barre à mine étaient attachées sur un côté de son sac à dos. De l'autre côté, pendait ce fusil harpon déjà armé. Il ajouta quelques morceaux de poisson séché dans son sac à dos, une gourde militaire remplie d'eau filtrée. Et cette lampe de poche à manivelle. La sécurité d'abord, murmura-t-il. Après avoir vérifié une dernière fois tout son équipement et s'être assuré que tout était en ordre, il chargea son sac à dos lourd. Il mit le pied sur cette terre totalement inconnue. Son premier objectif, et le plus important, était de trouver une source d'eau douce stable. Il ne se précipita pas comme une poule sans tête, mais se rendit d'abord sur la plus haute partie de la pente douce qu'il avait choisie comme campement. Il voulait d'abord observer le terrain. Il vit que la montagne où il se trouvait présentait une tendance générale du sud au nord, le long de la côte. Le nord où il se trouvait était situé sur le versant nord de la montagne, où le terrain était relativement plat, tandis que le sud était presque entièrement constitué de falaises abruptes faisant face au vent et aux vagues de la haute mer, l'eau coulant vers le bas. Il détermina immédiatement la direction générale de sa recherche. Si l'île possédait des sources ou des ruisseaux de montagne, leur direction la plus probable serait du haut du sud vers le bas du nord. Il ne s'enfonça pas immédiatement dans la forêt de pins noirs, qui semblait impénétrable, mais choisit de longer la nouvelle ligne de côte. En avançant vers les hauteurs de la montagne, cela lui permettrait à la fois de conserver un champ de vision dégagé et d'observer à tout moment les sources d'eau descendant de la montagne. Ce nouveau monde était en effet beaucoup plus difficile à parcourir qu'il ne l'imaginait. La soi-disant ligne de côte n'avait tout simplement pas de chemin. Elle était entièrement constituée de glissements de terrain formant des amas de terre recouverts de mousse glissante et de roches détritiques. Il devait utiliser ses mains et ses pieds, en faisant constamment attention à où il mettait les pieds. Chaque pas était extrêmement difficile. La végétation dense bloquait le chemin. Il ne pouvait qu'utiliser sa pelle de retranchement pour couper péniblement. La roche décomposée lui coupait de temps en temps le pantalon et les manches, laissant des traces de brûlure. Ce qui l'énervait encore plus, c'étaient les insectes omniprésents, comme un petit tourbillon noir, qui l'entourait constamment, bourdonnant. De temps en temps, il le piquait sur sa peau nue, laissant une bosse rouge et qui démangeait. Mais il eut bientôt une première découverte réjouissante. Dans un bosquet de buissons bas, il vit une touche de rouge vif. Il écarta les branches couvertes d'épines et vit des grappes de fruits dodus, comme des rubis, suspendus aux branches. Des framboises, s'exclama-t-il avec surprise. Dans son plan de l'arche, il y avait un guide spécial des plantes sauvages comestibles. Il compara soigneusement les images dans son esprit avec les fruits devant lui. C'était bien ça. Des framboises, une excellente source de vitamine C et de sucre. Un complément naturel parfait. Il cueillit prudemment un fruit et le porta à sa bouche. Un jus aigre-doux, débordant d'arômes fruités intenses, explosa instantanément dans sa bouche. Ce goût était 10 000 fois plus délicieux que n'importe quelle friandise qu'il avait mangée auparavant. Il en mangea goulûment plusieurs, mais se maîtrisa rapidement, il sortit un sac plastique vide de son sac à dos. Et commença à cueillir avec précaution, ne prenant pas tout, mais seulement les fruits les plus mûrs. Il savait que le développement durable était la clé d'une survie à long terme. Pendant la cueillette, il découvrit également plusieurs plantes qu'il ne connaissait pas. Il y avait une liane rampante, dont les feuilles ressemblaient à celles des fraises, portant des fruits verts qui ressemblaient également à des fraises, mais qui n'étaient pas encore mûrs. Il y avait aussi une plante avec des feuilles composées pennées, avec des grappes de petites fleurs blanches à l'extrémité. Elle avait l'air familière, mais il n'était pas sûr, il ne fallait absolument pas toucher ce qu'il ne connaissait pas. Il se le rappela, la sécurité était toujours la priorité absolue, cette découverte lui remonta grandement le moral. Il avait l'impression que cette île était comme une mère généreuse, qui lui montrait peu à peu ses trésors. Il continua à grimper. Tout au long du chemin, il vit davantage de signes de vie. Un écureuil poilu, avec une énorme queue, traversa rapidement devant lui sur un pin. Et disparut dans la canopée dense, plusieurs petits oiseaux inconnus aux plumes vives. Gazouillaient activement sur les branches, sans avoir peur de cet étranger, il découvrit même sur un sol meuble une série d'empreintes qui lui firent accélérer le rythme cardiaque, une série d'empreintes claires en forme de fleurs de prunier. Avec 3 orteils, une poule, il s'accroupit. En essayant de les identifier attentivement, une poule sauvage? Ou des poulets qui étaient élevés dans le village auparavant, devenus sauvages aussi, quoi qu'il en soit. Cette découverte signifiait qu'il y avait une source de protéines stable et chassable sur cette île. Il continua d'avancer, devenant plus vigilant, il observa attentivement le sol environnant, à la recherche de toute trace d'animaux de grande taille, comme des excréments, ou d'énormes empreintes de pas, ou d'autres odeurs. Cependant, il n'y avait rien, toute l'île semblait être dans une sorte de équilibre écologique primitif et harmonieux,
à part ces petits animaux inoffensifs, il n'y avait aucun grand signe de prédateur. La sécurité, il en tira une deuxième. Et la plus importante des conclusions, cependant, son objectif principal dans ce voyage. L'eau douce ne s'était pas encore manifestée, il avait déjà gravi ce sommet. À près de la moitié de sa hauteur, mais il n'avait vu aucun ruisseau, ni entendu aucun bruit d'eau. Le sol était humide, mais c'était seulement à cause de la végétation dense et de l'humidité de la mer. Il n'y avait aucun signe de présence d'eau, son cœur s'affaissa peu à peu. Au moment où il était sur le point d'abandonner et de redescendre, il découvrit que la forêt devant lui semblait s'éclaircir un peu, il écarta la dernière fougère géante qui bloquait la vue, et la scène devant ses yeux le stupéfia. C'était une zone plate en contrebas, d'environ la moitié d'un terrain de basket. Au centre de la zone plate, il y avait un bassin carré. Construit en pierre et en ciment, c'était un réservoir d'eau. Le cœur de Sumingzhu remonta instantanément dans sa gorge, il se précipita immédiatement. Ce réservoir d'eau semblait avoir beaucoup d'années, il avait été construit il y a des décennies lorsque les habitants de l'île étaient encore là. Les parois du bassin étaient faites de pierres brutes empilées. Les fissures étaient remplies de ciment qui s'était desséché et écaillé depuis longtemps, et il était recouvert d'une épaisse mousse verte comme du velours. Les bords du bassin étaient couverts d'herbe haute jusqu'à mi-corps. Il était clairement abandonné depuis longtemps, mais au fond du bassin, il y avait en fait une fine couche de eau stagnante qui semblait relativement propre. Quelques feuilles mortes flottaient à la surface de l'eau et quelques insectes aquatiques, mais sous la lumière du soleil, l'eau elle-même semblait assez propre. Il en prit un peu avec son doigt et le goûta, c'était de l'eau douce. C'était de l'eau de pluie. Il sortit immédiatement sa gourde, vida l'eau de rivière filtrée qu'elle contenait. Puis, avec précaution, il remplit une gourde de l'eau du réservoir. Il regarda cette gourde durement gagnée. Cette eau douce authentique, mais son cœur n'éprouva que peu de joie, et une angoisse plus profonde l'envahit. Il savait que ce réservoir était un vestige de l'ancien monde. Qu'il puisse recueillir l'eau de pluie montrait que les précipitations sur l'île étaient encore suffisantes. Mais ce n'était en fin de compte pas une source d'eau stable. Il fit une estimation. L'eau du réservoir ne représentait que quelques centaines de litres au maximum. Si les 10 prochains jours ou 2 semaines étaient sans pluie, ce réservoir s'assécherait rapidement. Non. Il fallait établir un système de stockage d'eau plus fiable. Il murmura, « J'ai besoin de plus de bâches imperméables. Construire près du campement un dispositif capable de collecter l'eau de pluie sur une grande surface. » Il jeta un coup d'œil vers l'ouest. Le soleil avait déjà commencé à se coucher. Il savait qu'il devait avant la tombée de la nuit retourner au campement. Il porta le sac de fruits précieux et la gourde d'eau douce salvatrice. Il entreprit le chemin du retour. Cette journée d'exploration avait été éprouvante pour le corps et l'esprit. Il avait confirmé la sécurité de cette île, trouvé des sources de nourriture et de vitamines, mais avait également découvert une question cruciale. Il savait que son chemin de pionnier sur cette terre isolée ne faisait que commencer. Le placard humide et sec lui permit de passer sa première nuit paisible sur l'île, restaurant considérablement la force physique et mentale de Sumingzhu. Tôt le lendemain matin, après avoir bu cette tasse de thé de mousse d'arbre amer mais vivifiant. Après avoir mangé 2 morceaux de poisson séché dur, il savait qu'il ne pouvait plus tarder. L'exploration préliminaire de l'intérieur de l'île hier avait résolu certains problèmes, mais avait également soulevé de nouveaux défis plus graves. L'eau douce, ce réservoir abandonné, était son seul espoir pour le moment. Mais cette petite réserve ne pouvait absolument pas soutenir un plan de survie à long terme. Avant de trouver une source d'eau plus fiable, il devait d'abord résoudre un autre problème tout aussi important, la sécurité. Il avait besoin d'un relevé complet de chaque centimètre de la côte de cette île, sans angle mort. Il devait savoir s'il existait d'autres endroits où les bateaux pouvaient accoster, en dehors de cette crique isolée. Des endroits où des étrangers pourraient débarquer. C'était l'instinct d'un survivant, dans un monde rempli d'inconnus. Bien connaître les limites de son territoire était la première étape pour établir un sentiment de sécurité. Il choisit de ne pas gaspiller de précieux carburant diesel. Mais reprit plutôt cette lourde rame. Il allait utiliser la méthode la plus primitive et la plus silencieuse. Comme un véritable indigène. Pour se familiariser avec chaque rocher, chaque courant de son territoire. Le Sea King, comme une feuille noire, glissa silencieusement hors du port. Cette fois, il ne garda plus cette distance de sécurité par rapport à l'île, comme auparavant. Il naviguait presque collé à ces falaises abruptes formées par la montée du niveau de la mer. Il voyait un monde nouveau, rempli de nature sauvage et de splendeur. Les anciennes collines étaient devenues des falaises déchiquetées. Les roches noires étaient couvertes de trous en forme de nid d'abeilles, érodées par l'eau de mer. Les vagues inlassablement frappaient la base des falaises, émettant un grondement. Un son sourd, comme la respiration d'une bête ancienne. Certains pins noirs tenaces poussaient même dans les fissures des falaises. Les racines noueuses, telles des mains, agrippaient fermement les roches, dans une posture tenace. Il passa toute la matinée, avec une lenteur quasi obsessionnelle, extrêmement lente, à contourner cette île. À faire le tour complet. Il examina attentivement chaque renfoncement et glissement de terrain où un point de débarquement pouvait exister. Mais le résultat le rassura infiniment. En dehors de la baie en forme d'entonnoir où il se trouvait, tout autour de l'île, il n'y avait presque que des falaises inaccessibles et des hauts fonds couverts de récifs sous-marins. Sans parler d'un bateau, même une personne ayant d'excellentes compétences de natation qui voudrait débarquer à partir de ces endroits. Cela reviendrait à se suicider. Sûreté, conclut-il.
Cette île était tout simplement une forteresse maritime naturelle imprenable. Au cours de son tour de l'île, il fit également une autre chose importante, établir des repères de niveau d'eau. Il choisit respectivement 4 roches massives et bien visibles, perpendiculaires à la surface de la mer, dans les directions est, sud, ouest, nord. Puis, avec la pointe de son pied de biche, au niveau de la surface de l'eau actuelle. Il grava, coup après coup, une ligne horizontale profonde et nette. Il grava ensuite, à côté, la date d'aujourd'hui à la pierre. C'était une méthode d'enregistrement primitive, mais incroyablement scientifique. Il sait que l'élévation du niveau de la mer n'est peut-être pas terminée. Il doit surveiller les changements de ce monde de la manière la plus intuitive qui soit, ses entailles. Elles deviendront sa source d'information la plus importante pour évaluer les tendances futures. Après avoir fait tout cela, il est déjà l'après-midi et le soleil brûle la surface de la mer. La marée a également atteint son point le plus bas, révélant de grandes étendues de matière colloïdale noire et humide. Su Mingzhu a fait glisser le bateau dans le port. Il a regardé ces matières colloïdales exposées sur la nouvelle ligne de côte. Recouverte de divers objets, il a eu une idée. Il sait que cette zone intertidale, qui n'existait pas du tout dans l'ancien monde, pourrait cacher les dons les plus généreux que cette île lui offre. Il amarre le bateau, prend une pelle de pionnier et un seau en plastique vide et marche prudemment du pont flottant à la rive, commençant ainsi sa première, depuis l'Apocalypse. Pêche à marée basse. La matière colloïdale sous ses pieds est très glissante, recouverte d'une fine couche d'algues ressemblant à du mucus. Il doit faire attention à chaque pas qu'il fait. Pour éviter de glisser, l'air est rempli d'une forte odeur mêlée d'odeur de poisson et de pourriture. Il découvre rapidement une zone d'algues vert foncé ressemblant à des algues combues sur une matière colloïdale près de l'eau. Il s'accroupit et le touche avec sa main. La texture est lisse et résistante. Il utilise immédiatement la pelle de pionnier pour couper les parties les plus tendres comme on coupe la ciboulette, touffe par touffe, et les met dans le seau en plastique. Ensuite, il trouve une couche de noir dans les fissures d'une autre matière colloïdale. Des créatures dont les coquilles sont étroitement fermées. Elles sont entassées les unes contre les autres, comme des grappes de raisin noir. Il connaît mieux cette chose. Au marché de l'ancien monde, il en a vu d'innombrables fois. Moule. Son cœur se remplit de joie. Mais la raison le ramène rapidement à la réalité. Il sait que dans la vie marine, il existe trop d'espèces qui se ressemblent, dont beaucoup sont très toxiques. Mais cette envie de nourriture a finalement pris le dessus sur la prudence. Il décide de les ramener d'abord, pour les identifier soigneusement avec l'ordinateur. Il insère l'extrémité plate du pied de biche dans la fissure de la matière colloïdale, et les arrache avec force des moules fermement attachés au rocher, et les jette dans le seau. Il en trouve d'autres à proximité. Des créatures plus petites avec des rayures radiales sur les coquilles, ressemblant à une autre espèce de moule. Il en a également collecté quelques-unes. Cependant, il a également découvert un problème. Il n'y a pas beaucoup de ces produits de la mer. Souvent, il y a quelques touffes de cette matière colloïdale. Et il faut marcher longtemps pour voir une autre petite zone. C'est vrai. Il a rapidement compris la raison. L'élévation du niveau de la mer ne date que d'il y a une dizaine de jours. Avant, c'étaient des pentes de montagne exposées à l'air. Ces créatures marines viennent tout juste de commencer à coloniser ici. C'est déjà un miracle qu'elles puissent se reproduire si rapidement et atteindre une certaine ampleur. Il n'est pas gourmand, il ne collecte que suffisamment pour manger pendant 2 ou 3 jours. Puis il arrête. Il sait que l'épargne est le plan directeur de la survie apocalyptique. Lorsqu'il rapporte ce seau en plastique contenant à moitié des fruits de mer et des algues, à son abri, un sentiment de grande satisfaction remplit son cœur. Il ouvre immédiatement son précieux ordinateur portable et ouvre l'atlas des plantes comestibles sauvages et l'atlas des créatures intertidales. Il compare d'abord attentivement ces algues vert foncé avec les images de l'atlas. Feuilles pennées divisées, avec un tronc principal clairement surélevé au milieu. C'est exact. C'est du wakame, riche en oligo-éléments et en mannitol, une excellente source de nourriture. Ensuite, ce sont ces coquilles noires. Pointe de la coquille. Extrémité arrière ronde, surface de la coquille noire, moule à coquille épaisse. Communément appelée moule bleue, chair charnue et délicieuse, non toxique. Il l'a protégé. Il a l'impression de reprendre peu à peu son destin en main. Il utilise l'eau douce nouvellement trouvée pour nettoyer soigneusement ses fruits de mer. Le processus de traitement des moules est plus compliqué qu'il ne l'imaginait. Il utilise d'abord le bord latéral de la pelle de pionnier pour gratter les petits balanes et autres débris attachés à la surface de la coquille. Puis, il se souvient de ce qu'il a lu dans les documents. À l'intérieur d'une palourde, il y a des filaments kératinisés, semblables à des fibres d'herbe. Ils servent à la fixer au rocher, ce ne sont pas des racines, ils ne sont pas comestibles. Avec une pince, il saisit ces filaments noirs et les arrache de la chair du dos. Une fois tout cela terminé, il allume le réchaud à gaz avec sa petite casserole. Il y met la palourde nettoyée et les algues wakame, avec un peu d'eau douce. Il commence à cuire. Rapidement, l'eau dans la casserole bout. La coquille de la palourde, sous la chaleur, claque une par une. Elles ouvrent la bouche, révélant à l'intérieur la chair dorsale orange et pleine. Les algues wakame passent aussi du vert foncé au vert émeraude vif, un arôme indescriptible. Un mélange de parfums d'algues et de saveurs douces et fraîches des fruits de mer, un goût délicieux ultime. Dans la petite cabane en bois,
Il n'ajoute aucun assaisonnement, juste avant de servir. Il gratte un peu de sel précieux d'un paquet de chips et le saupoudre dedans. Il prend la première cuillère de soupe, souffle doucement et la porte à sa bouche. À cet instant, il sent tous les cellules de son corps acclamer. C'est une saveur pure et fraîche de l'océan, indescriptible, plus délicieuse que tous les grands repas qu'il a mangés auparavant. Cependant, quand il a mangé à sa faim. Quand il sort de la cabane et regarde la marée montante, teinte d'or par le soleil couchant. Une nouvelle inquiétude plus profonde monte à son esprit. Son camp actuel est situé à l'extrémité inférieure de cette pente douce, à une altitude verticale d'à peine 10 mètres au-dessus du niveau actuel de l'eau. 10 mètres, marmonne-t-il. Il semble maintenant que ce soit sûr. Mais si l'eau continue de monter, si, comme le typhon est cuit, une énorme onde de tempête se déclenche à nouveau, il sait que sa maison actuelle, bien que chaleureuse, est toujours fragile, toujours au bord du danger. Il lève la tête et regarde au loin, la forêt de pins noirs plus haute, plus abrupte et plus dense. Il faut du temps pour se remettre, et il faut du temps pour que cette île lui donne plus d'inspiration. L'île sans nom. La semaine suivante, Su Mingzhu a vécu sa vie la plus régulière et la plus paisible depuis l'Apocalypse. Il est comme un vrai Robinson. Il a établi un emploi du temps précis à l'heure près pour sa vie sur l'île déserte. Chaque matin, au lever du soleil, il est réveillé par le chant mélodieux des oiseaux. Il va d'abord sur la pente raide pour vérifier si sa ligne de garde est intacte. Puis il fait le tour de son petit camp en A, pour s'assurer qu'il n'y a aucune trace d'intrusion d'animaux sauvages. Une fois tout cela terminé, il retourne au camp, boit quelques gorgées de thé froid aux aiguilles de pin et grignote 2 morceaux de poisson séché dur. Puis il commence le travail de la journée. Le matin, il prend son sac à dos, sa pelle de pionnier et son fusil à harpon. Il entre dans la forêt de pins noirs silencieuse. Ses principales tâches sont au nombre de 2, trouver des sources d'eau douce plus fiables. Et explorer les ressources animales et végétales de l'île. Chaque jour, il va un peu plus loin que la veille. Petit à petit, il cartographie les secrets de cette île dans son esprit. Il n'a pas trouvé de nouvelles mares, mais il a découvert plusieurs parois rocheuses d'où l'eau souterraine s'infiltre régulièrement. Cela a considérablement atténué son anxiété concernant l'eau douce. L'après-midi, lorsque la marée se retire, il se rend dans la zone intertidale jonchée de rochers. Il utilise une barre à mine pour détacher les palourdes dodues et une pelle de pionnier pour couper les algues wakame glissantes. Il a même eu la chance de trouver quelques palourdes qu'il n'a pas eu le temps de faire. Des crabes et des escargots qui se sont enfuis dans quelques trous de marée. Le soir, il retourne au camp pour traiter les récoltes de la journée. Il allume un petit feu de camp et utilise son ensemble de cuisine exquis pour se préparer un repas simple. Parfois, c'est une marmite de soupe de fruits de mer fumante, parfois quelques morceaux de poisson grillé. Du poisson grillé parfumé. Le soir, il s'assoit près du feu de camp, à la lumière vacillante. Il ouvre son précieux ordinateur portable. Il enregistre soigneusement toutes les découvertes de la journée. Nouvelles plantes identifiées, empreintes d'animaux, régularité des marées. Changement météorologique, puis il passera 1 à 2 heures à apprendre les connaissances du projet Arche. Cette vie de pionnier pleine d'instinct lui procure un sentiment d'épanouissement et de satisfaction sans précédent. Il sent qu'il n'est plus le réfugié fuyant en catastrophe, mais le véritable maître de cette île. Un faux sentiment de sécurité, également mortel, commence à germer tranquillement au fond de son cœur. Il pense même que sa ligne de démarcation est un peu superflue. Cette île est si paisible, si isolée du monde. À part lui, qui d'autre pourrait trouver cet endroit? Ce coin oublié du monde? Ce matin-là, alors qu'il explorait le sommet de la montagne, appelé le sommet de la Grande Bannière, il a fait une découverte majeure. Dans un bosquet couvert de vignes, il a découvert cette série d'empreintes de fleurs de prunier qu'il n'arrêtait pas de penser. Il a écarté les broussailles, a vu plusieurs créatures aux plumes tachetées, ressemblant à des faisans sauvages, picorer tranquillement les graines d'herbe sur le sol. Ce sont des volailles domestiques retournées à l'état sauvage. Le cœur de Su Mingzhu s'est mis à battre la chamade en un instant. Cela signifie qu'il aura une source stable de protéines. Il n'a pas agi immédiatement. Il sait que ces groupes de poulets sauvages sont extrêmement vigilants et que toute action précipitée ne fera que les effrayer. Il doit d'abord comprendre leurs habitudes, puis fabriquer des pièges. Les 2 jours suivants, il a passé la plupart de son temps à observer ces quelques faisans sauvages. Il a découvert qu'ils viennent chaque jour à la même heure dans cette zone de schiste autrichien. Il a décidé de passer à l'action aujourd'hui. Il s'est levé très tôt, n'a emporté qu'une pelle de sapeur, une corde et du poisson séché pour le déjeuner, et s'est de nouveau dirigé vers cette montagne plus haute. Il n'a pas emporté de fusil à harpon car il savait que le bruit du fusil effraierait complètement ses précieuses proies. Il va utiliser des pièges. Il a passé toute la matinée à installer plusieurs pièges sur le chemin obligatoire de cette zone autrichienne. Des pièges à l'assaut qu'il avait appris dans les livres et qui étaient les plus simples et les plus efficaces. Après avoir fait tout cela, il n'est pas parti immédiatement, mais est monté sur un grand arbre à proximité, se cachant dans la canopée dense. A commencé la longue attente. Le temps passait, minute après minute. Le soleil est monté au zénith, puis a lentement décliné vers l'ouest. Il rongeait du poisson séché froid, se sentant comme un tireur d'élite tapi, plein de patience et d'anticipation. Finalement, au crépuscule, ces quelques faisans sauvages colorés sont apparus dans son champ de vision en se dandinant.
Ils marchaient tout en baissant la tête pour picorer, pas à pas. Sont entrés dans les pièges qu'il avait tendus. Le cœur de Su Mingzhu est monté dans sa gorge. Soudain, l'un d'eux, qui marchait en tête, a fait un faux pas. Et a été instantanément suspendu la tête en bas, battant des ailes sauvagement dans les airs. Émettant une série de cris de panique. Les autres poulets ont pris peur et se sont enfuis dans toutes les directions, disparaissant en un instant dans la forêt dense. Succès. Su Mingzhu a sauté de l'arbre et s'est précipité avec enthousiasme. Alors qu'il portait ce coq dodu d'au moins 2 kilos, qui se débattait encore désespérément. Lorsqu'il s'est mis en route pour le retour, la nuit était déjà complètement tombée. Il fredonnait une petite mélodie désaccordée. Le cœur rempli d'espoir pour l'avenir. Il avait même commencé à planifier. Comment attraper tous les poulets restants, puis les enfermer pour établir sa propre petite ferme. Cependant, alors qu'il traversait cette forêt de pins noirs familière, voyant la clairière où se trouvait son camp. Ses pas se sont soudainement figés. Le sourire sur son visage s'est également figé en un instant. Il a vu que ce qu'il avait construit de ses propres mains. Le pont flottant reliant la terre et la mer était toujours là. Sa cabane en lettres était également intacte, amarrée tranquillement au rivage. Mais ce bateau, amarré à l'autre extrémité du ponton flottant, qui portait tous ses espoirs. L'arche nommée la quête. Est tombé au sol avec un bruit sourd. Il s'est précipité comme un fou vers ce ponton flottant. Le ponton était toujours là, mais la corde qui reliait le bateau avait été coupée proprement. La coupe était lisse. Comme si elle avait été faite d'un seul coup par une lame extrêmement tranchante. Le bateau. Son bateau. Il a couru jusqu'au bout du ponton flottant, regardant l'étendue vide devant lui. La surface de l'eau stagnante scintillait au clair de lune. Un froid plus pénétrant qu'une chute dans un trou de glace a instantanément envahi tout son corps. Non. Impossible. Il s'est agenouillé, abattu, et a fouillé frénétiquement dans l'eau avec ses mains. Essayant de trouver le moindre débris de la quête. Il a même plongé tête baissée. Dans l'eau glacée, les yeux grands ouverts, cherchant frénétiquement sous l'eau. Mais il n'y avait rien. Pas de planches brisées. Pas de pneus éparpillés. Rien du tout. Le bateau, ainsi que le moteur diesel qu'il chérissait tant. Et le précieux diesel restant, avait disparu de cette façon, en silence. Sans laisser de traces. Ah. Un rugissement rempli de douleur infinie. De colère et de désespoir a éclaté de sa gorge, déchirant le silence de mort de l'île. Il est sorti de l'eau, trempé jusqu'aux os, comme une bête à qui on avait retiré la colonne vertébrale. S'effondrant sur le ponton flottant, laissant l'eau glacée le laver encore et encore. Son corps déjà engourdi. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé avant que cette émotion violente dans son cœur a finalement été remplacée par une fatigue et un froid infini. Son instinct de survie lui a finalement permis de retrouver un peu de raison. Il a tremblé et est retourné sur le rivage. Il est entré dans cette tente chaude en forme de haie qu'il avait construite de ses propres mains. Puis il a vu son sac de couchage, soigneusement étalé sur le lit d'aiguilles de pin. Son ordinateur portable, silencieusement posé dans un sac étanche. Ce chargeur portable orange indiquait encore 80% de charge. Il en avait utilisé un peu ces 2 derniers jours. Ces 2 boîtes noires scellées. Les fermoirs étaient intacts, sans la moindre trace d'effraction. Même le pied de biche et le fusil harpon qu'il avait placé à la porte étaient intacts, appuyés contre le coin du mur, silencieusement. Indemne. L'autre partie n'avait touché à rien dans son camp. Cette découverte non seulement ne l'a pas rendu plus lucide, mais lui a fait ressentir une terreur plus profonde, qui suintait de sa moelle épinière. Il a instantanément compris que ce n'était pas un simple vol. Si l'autre partie voulait juste des fournitures, ils auraient pu piller son petit camp alors qu'il était parti. Mais il ne manquait rien dans son camp. Ils avaient peur. Une pensée glaciale a émergé de ses pensées confuses. Il s'est souvenu du fusil harpon et du pied de biche qu'il avait placé à la porte. S'est souvenu des lignes de sécurité qu'il avait placées autour du camp. L'autre partie devait l'observer depuis longtemps, sachant qu'il n'était pas un agneau sans défense attendant d'être abattu. Il savait que forcer l'entrée de son camp entraînerait inévitablement un conflit à mort. Il n'avait pas ce courage. Alors ils ont choisi la méthode la plus sûre et la moins risquée, voler le bateau. Le bateau était le butin le plus précieux sur cette mer. Il représentait la mobilité, la possibilité de s'échapper. Voler le bateau leur permettrait non seulement d'obtenir un précieux moteur et des dizaines de litres de carburant, mais aussi. Les pupilles de Zhou se sont soudainement rétrécies. Il a compris que voler le bateau n'était pas seulement pour le bateau lui-même, mais aussi pour l'affaiblir. Le transformer en une bête piégée sans griffes. Ils reviendront, murmura-t-il. Sa voix est devenue rauque à cause de la peur. Il savait que l'autre partie ne voulait pas le piéger à mort ici. Ils attendaient juste, attendant qu'il désespère à cause de la perte du bateau, attendant qu'il s'affaiblisse à cause du manque de nourriture. Attendant qu'il baisse sa garde, attendant le meilleur moment pour pouvoir facilement et sans effort récupérer toutes ses fournitures. Il n'était pas le maître de cette île. Il était une proie traquée par un chasseur. Ayant perdu son dernier outil d'évasion. Et ce lieu de retraite, qui semblait être un paradis, était un immense terrain de chasse qui se refermait lentement. Terrain de chasse. Cette nuit-là, Su Mingzhu n'a pas fermé l'œil. Il n'a plus pleuré. Ni émis un seul hurlement. Lorsque la douleur initiale déchirante s'est dissipée, elle a été remplacée par une colère froide et une sauvagerie profondément enracinée. Il était comme un loup solitaire acculé,
recroquevillé dans le coin le plus sombre de la tente en forme de A. Serrant fermement le fusil harpon froid dans ses bras, il a gardé les yeux ouverts toute la nuit, écoutant le bruit des vagues à l'extérieur. Imaginant le bateau qui lui appartenait, conduit par des ennemis inconnus, disparaissant dans l'obscurité sans fin. Il a commencé à réfléchir frénétiquement à ses actions de ces derniers jours, à ce qui n'allait pas. Et plus encore, cette lueur d'espoir irréaliste en l'humanité qui s'est rallumée dans son cœur après sa rencontre fortuite avec cette flottille de pêche. Il repassait sans cesse dans son esprit sa rencontre avec le vieux capitaine et les autres. La gentillesse de ces pêcheurs était réelle, leur aide était sincère, mais c'est précisément cette dernière chaleur du monde de la survie qui agissait comme un anesthésique, le faisant baisser sa garde. Il a commencé inconsciemment à penser que les gens dans ce nouveau monde n'étaient peut-être pas si mauvais. Il a commencé à profiter de cette tranquillité, à regarder comme un vacancier son île, planifiant un avenir radieux. Il avait tort. Il avait complètement tort. Il oubliait que cette flottille conservait encore de la gentillesse. Parce qu'ils n'avaient pas encore vraiment goûté à la saveur du désespoir. Ils avaient encore l'espoir illusoire de rentrer chez eux qui les soutenaient, tandis que ceux qui lui ont volé son bateau avaient manifestement déjà abandonné toutes leurs illusions. Ils étaient ceux de ce nouveau monde qui suivait véritablement l'unique et la plus cruelle loi de la jungle. Il pensait qu'il était arrivé en terre promise, qu'il pouvait se détendre un peu, qu'il pouvait construire sa maison étape par étape comme un pionnier. Il oubliait qu'il était avant tout un survivant, puis un pionnier. La survie passe toujours avant la vie. Il n'y a tout simplement pas d'endroit sûr dans ce monde. Le moindre relâchement revient à ajouter de la terre à sa propre tombe. Le jour s'est levé. Lorsque le premier rayon de soleil a éclairé le campement, les yeux de Xumingzu étaient injectés de sang, mais son esprit était dans un état d'excitation sans précédent. La première chose qu'il a faite a été de démanteler le pont flottant. Il a utilisé sa pelle de sapeur pour couper les cordes reliant le pont flottant au rocher du rivage. Une par une. Ce geste était empreint d'un caractère rituel, chaque coup semblait trancher sa dernière faiblesse et illusion. Puis, à l'aide d'un pied de biche, il a écarté un par un les rondins qu'il avait transportés avec tant d'efforts, laissant ainsi les pneus qui servaient de flotteurs se disperser à nouveau sur l'eau du port. C'était sa propre façon de couper son dernier lien avec l'océan. À partir de ce moment, il s'est complètement emprisonné sur cette île. Non, pas emprisonné, mais gardien. Après avoir fait tout cela, il a commencé une construction de défense acharnée et pleine de partialité. Il a d'abord dégagé tous les buissons et les mauvaises herbes autour du campement, créant une zone de mort dégagée et sans aucun abri sur plus de 20 mètres de rayon. Quiconque tentait de s'approcher de son campement serait exposé dans cette zone dégagée. Puis, il a commencé à installer des dispositifs d'alerte. Il a accroché ces quelques bouteilles d'eau minérale vide remplies de cailloux, avec de fines lignes de pêche sur les branches des arbres le long des quelques chemins incontournables menant au campement. La hauteur des lignes de pêche a été fixée à seulement une douzaine de centimètres au-dessus du sol. Extrêmement discrète. Quiconque tentait de s'infiltrer pendant la nuit, avec un peu d'inattention, se ferait trébucher et déclencherait un bruissement net. Mais ce n'était pas suffisant. Il a sorti d'autres boîtes de conserve abandonnées de sa boîte à outils. Les a enfilées avec du fil de fer pour fabriquer une alarme encore plus petite et plus stridente, qu'il a accrochée à l'entrée du campement. Il est ensuite entré dans la forêt, a abattu une grande quantité de troncs d'arbres de la taille d'un poignet, dont il a taillé une extrémité incroyablement pointue à l'aide d'une pelle de sapeur. Puis, il a commencé à creuser des pièges à l'extérieur du campement. Il a creusé frénétiquement avec sa pelle de sapeur sur les quelques itinéraires d'atterrissage les plus probables. Il a creusé des fosses peu profondes d'un peu plus d'un demi-mètre de profondeur, en y insérant densément ses pieux pointus, inclinés vers le haut avec une méchanceté particulière. Il a également creusé quelques fosses plus profondes et plus étroites sur des passages plus dissimulés. Le fond des fosses n'était pas recouvert d'épines, mais de pierres pointues. Il n'avait pas besoin de tuer chaque intrus. Un blessé pleurant de douleur avec une jambe cassée était bien plus à même de détruire le moral de l'ennemi qu'un cadavre. Il a camouflé avec soin tous les pièges avec des branches et des feuilles mortes, jusqu'à ce qu'il ne se distingue plus du tout du sol environnant. C'était un travail extrêmement épuisant. La terre et la sueur l'ont rapidement transformé en un homme debout. Mais il ne s'est pas arrêté, travaillant frénétiquement comme une machine infatigable. Tout en préparant ses pièges mortels, il n'a pas oublié son propre problème de nourriture imminent. Il a déniché les informations sur la chasse du projet Arche. Il a essayé de fabriquer un mécanisme ingénieux appelé collet, comme il l'avait vu dans les livres. Mais il s'est vite rendu compte qu'il y avait un fossé entre la théorie et la réalité, ces petits bâtons nécessitant des angles précis. Et l'équilibre des forces, dans ses mains tremblant légèrement à cause de la colère et de la fatigue. Il était tout simplement impossible de les assembler de manière stable. Finalement, il a abandonné ses travaux techniques complexes. Et s'est tourné vers la méthode la plus primitive, mais aussi la plus dépendante de la quantité. Il a transformé une grande quantité de câbles en simples nœuds coulants, patiemment disposés sur les chemins où il avait précédemment observé les bêtes sauvages. Il a également utilisé quelques branches souples pour créer les pièges à ressort les plus élémentaires. Il ne savait pas quelle serait l'efficacité de ces dispositifs rudimentaires. Mais il savait qu'il devait compenser son manque de compétences par la diligence. Pendant 3 jours entiers, Xumingzu s'est comporté comme un fou, consacrant toute son énergie
Dans cette folle transformation de fortification, il est devenu taciturne et son regard est devenu aussi vigilant qu'un loup. Et une trace de férocité à peine perceptible. Quand il dormait, il ne se couchait plus au centre du camp. Dans ce sac de couchage confortable, mais se recroquevillait dans le coin le plus sombre de la cabane en a. Dans ses bras, il serrait fermement le fusil déjà chargé à bloc. Et la lourde barre à mine était posée à côté de lui, toujours à portée de main. Le moindre bruit le ferait sursauter comme un lapin effrayé, se réveillant instantanément de son sommeil. Au petit matin du 4e jour, alors qu'il allait inspecter les petits pièges qu'il avait tendus, il a finalement eu une prise. Un collet placé sur une branche d'arbre serrait étroitement un écureuil qui se débattait désespérément. Su Mingzhu regardait la petite créature duveteuse, sans la moindre trace de pitié dans les yeux. Il s'est approché et a utilisé la méthode la plus simple, la plus directe. A mis fin à sa vie. Il a ramené l'écureuil qui tressaillait encore légèrement au camp. Il ne l'a pas cuisiné soigneusement avec des ustensiles de cuisine comme avant. Il voulait utiliser cette petite proie au maximum. Il a d'abord utilisé un couteau militaire multifonction, en faisant une incision prudente le long de la ligne médiane de l'abdomen de l'écureuil. Puis il a habilement enlevé toute la peau. C'était une peau intacte, sans aucune déchirure. Il savait que pendant les nuits froides, même un petit morceau de fourrure comme celui-ci pouvait fournir une chaleur précieuse. Il a trouvé une pièce de bois plat et a utilisé quelques clous pour étirer les 4 coins de la peau d'écureuil, fixé et mis à sécher au soleil. Ensuite, c'était le traitement des organes internes. Il a soigneusement vidé les organes internes, le foie et le cœur ont été conservés, emballés dans un coquillage propre. Il savait que c'étaient les parties les plus nutritives. Quant au reste, il l'a jeté à la mer. Il ne voulait pas laisser le camp laisser toute odeur susceptible d'attirer les charognards. Après avoir fait tout cela, il a commencé à traiter la petite viande. Il ne l'a pas mangée crue, mais l'a directement embrochée sur un bâton de bois taillé. Il a enfilé l'écureuil écorché et l'a placé dans la cheminée rudimentaire qu'il avait construite auparavant, en utilisant les braises de charbon de bois, pour un fumage lent et prolongé. Bientôt, un arôme mêlant la saveur de la viande et la fumée de pain, et une odeur pleine de sauvagerie s'est répandue dans l'air. Il a arraché une pâte noircie par la cuisson, a mordu dedans avec acharnement. La viande était coriace, presque sans graisse. Le goût était bien moins bon que celui du poisson, et il n'y avait pas une once de sel. Ce goût insipide lui a rappelé soudainement un autre problème mortel qu'il avait négligé. Le sel. Le peu de sel qu'il avait gratté des sachets de collation était épuisé depuis longtemps. Le poisson séché envoyé par le banc de poissons était salé, bien sûr. Mais il finirait par s'épuiser un jour. Il savait qu'un manque de sel à long terme dans le corps humain. Il a immédiatement posé la viande rôtie dans sa main et s'est précipité hors du camp pour aller au bord de la mer. Il n'a pas fait attention aux matériaux des instruments et des jupes, mais a commencé à examiner attentivement, pouce par pouce, recherchant ceux qui ont été battus par les vagues pendant des années. Les récifs noirs. Il se souvenait que les données mentionnaient qu'on pouvait les voir dans l'écume, mais sans être complètement submergé, dans la zone d'embrun. Après l'évaporation de l'eau de mer, une fine couche de sel gemme se dépose dans les fissures et les creux de la roche salée. Il a cherché longtemps. Finalement, il en a trouvé sur la face cachée d'un énorme récif. Des cristaux aussi fins que du sucre glace. Il en a pris un peu avec le doigt, et l'a goûté. Une saveur salée, intense et sans aucune impureté, a explosé instantanément sur sa langue. Du sel de mer naturel. Il tremblait d'excitation. Il a immédiatement sorti son couteau suisse multifonction et, avec le dos de la lame, il a gratté délicatement, petit à petit, ces précieux cristaux de sel dans les fissures de la roche salée. La collecte dans une boîte de conserve vide. Ce processus était extrêmement lent et mettait la patience à rude épreuve. Il a travaillé toute la matinée pour gratter une fine couche, d'environ une douzaine de grammes. Mais il savait que ces quelques grammes de cristaux de sel blanc étaient l'une des garanties les plus importantes pour sa survie à long terme sur cette île. Il a dispersé avec soin le sel marin durement gagné sur la peau d'écureuil qu'il faisait sécher. Le sel peut aider la peau à se déshydrater plus rapidement et à prévenir la putréfaction. Il a également mis un peu de sel sur le reste de la viande grillée. Quand il a de nouveau mis ce morceau de viande grillée salée dans sa bouche, il a senti que la viande, auparavant sèche et dure, était instantanément devenue délicieuse. À cet instant, il a su que l'étudiant Su Mingzhu, autrefois gentil et même un peu naïf, était complètement mort sur cette île isolée. Celui qui a survécu est un homme qui, pour survivre, peut utiliser tous les moyens et doit tenir compte de chaque détail. Un chasseur solitaire. Il mâchait la viande grillée pleine d'ambition, tout en balayant d'un regard froid, dépourvu de toute émotion, le terrain de chasse qu'il avait aménagé de ses propres mains, et qui était plein de dangers. Il attendait, attendant que ceux qui lui avaient volé ses ailes, les ennemis inconnus, réapparaissent. Des intrus. La brume matinale, comme un voile laiteux et léger, enveloppait doucement l'île de Shugong. Su Mingzhu est sorti de son sac de couchage, encore marqué par la fraîcheur de la nuit. Il ne s'est pas levé immédiatement. Mais, comme une bête sauvage alerte, il est resté immobile pendant quelques minutes, utilisant ses oreilles et ses yeux, pour détecter le moindre signe d'anomalie dans son environnement. Seulement le bruit rythmique des vagues frappant les rochers. Un doux clapotis. Sécurité. Il s'est alors levé lentement,
et a dégourdi ses articulations quelque peu raides. Il semblait que, depuis, après le désespoir, après avoir été volé, il avait passé une semaine entière sur cette île. Pendant cette semaine, il avait vécu comme un fantôme. Le jour, il était comme le plus prudent des chasseurs, vérifiant les pièges et collectant le gibier dans le terrain de chasse qu'il avait aménagé, grattant le sel marin, et explorant les sources d'eau. La nuit, il était comme le plus paranoïaque des soldats, recroquevillé dans le coin le plus sombre du camp, serrant une arme froide contre lui, passant ses nuits dans un sommeil léger et plein d'appréhension. La colère de la trahison et le désespoir de la perte de l'arche avaient été enfouis profondément dans son cœur, transformés en un instinct de survie froid, presque obsessionnel. Il ne pensait plus à un avenir lointain. Il se concentrait uniquement sur ce qui était devant lui. Survivre, puis attendre. Il est sorti de la cabane, a d'abord vérifié tous les systèmes d'alarme rudimentaires mais efficaces qu'il avait fabriqués avec du fil de pêche et des boîtes de conserve autour du camp. Après s'être assuré qu'ils étaient intacts, il s'est rendu au bord de la falaise. Pour faire sa routine quotidienne, observer la mer. La mer était calme. La brume était épaisse, la visibilité était mauvaise. On ne pouvait pas voir à plus d'1 kilomètre. Il est retourné au camp et, à l'aide d'un réchaud à gaz, a réchauffé le reste de la viande d'écureuil. De la veille avec des algues wakame et de l'huile chaude parfumée aux algues. Son corps, tendu à cause d'une tension prolongée, s'est alors légèrement relâché, alors qu'il s'apprêtait à finir ce simple petit déjeuner. Pour aller vérifier les pièges qu'il avait installés, il s'est soudainement figé. Ses oreilles ont capté un murmure infime, mais étrangement familier. Un son qui n'appartenait pas à cette île. Tréillinement, ce son, mélangé au bruit des vagues, intermittent, faible et incertain. Mais aux oreilles de Sumingzhu, il résonnait comme le tonnerre, le bruit d'un moteur. Le bruit unique de ce moteur diesel monocylindre QC80 qu'il avait monté lui-même. Le rugissement digne d'un tracteur. Le bol de soupe à la viande qu'il tenait. Clac! Il tomba par terre dans un bruit sourd. La soupe brûlante l'éclaboussa, mais il ne s'en rendit pas compte. Un froid glacial, mêlé à une rage colérique, partit de son coccyx. Et remonta jusqu'au sommet de son crâne. Ils sont là. Ils sont enfin là. Sans la moindre hésitation, presque grâce à la mémoire musculaire répétée d'innombrables fois ces derniers jours. Il se prépara au combat en un instant. Il commença par ce tas de cendres encore fumantes, qu'il recouvrit complètement de sable à toute vitesse, sans laisser la moindre fumée. Ensuite, il se précipita dans la tente en A et fourra la batterie externe orange. Et le sac étanche contenant son ordinateur portable dans le coin le plus caché, recouvrant le tout de nombreuses aiguilles de pain et d'un morceau de tissu déchiré. Une fois cela fait, il prit le lourd pied de biche et le serra dans sa main. Puis, il prit le fusil à harpon froid déjà armé. Il vérifia la corde en nylon reliant le harpon, s'assurant qu'elle était bien fixée. Comme un léopard prêt à bondir sur sa proie, il se baissa et quitta le camp en silence. Il n'emprunta pas le petit chemin qu'il avait lui-même aménagé vers la baie, mais se faufila dans la pinède noire plus dense de l'autre côté. Il voulait profiter de l'avantage du terrain, pour s'emparer d'un point d'embuscade optimal. Tout en se frayant un chemin dans la forêt, il écoutait attentivement le bruit du moteur qui se rapprochait. Un bruit très lent, très prudent. S'arrêtant et redémarrant, comme un éclaireur explorant avec précaution des eaux inconnues. Cela confirma d'autant plus ses soupçons. L'autre partie ne passait pas par hasard, mais venait sur son île avec un objectif clair. Le cœur de Sumingzhu battait à tout rompre, mais son cerveau était d'un calme sans précédent. Il savait que ce serait la première, et peut-être la dernière, véritable bataille qu'il affronterait dans ce nouveau monde. Il ne pensait pas à la façon de tuer l'autre partie, mais réfléchissait frénétiquement à toutes les possibilités. Combien étaient-ils? Quel était leur but? S'il s'agissait uniquement de ressources, il pourrait peut-être louvoyer. Échanger une partie des ressources non essentielles contre la paix. Mais si l'objectif de l'autre partie était de s'emparer de cette île? Il arriva rapidement à la position d'embuscade optimale qu'il avait choisie depuis longtemps. Un énorme rocher qui surplombait l'entrée de la baie. Derrière le rocher se trouvait un épais fourré, qui cachait parfaitement sa silhouette. Et de là, il pouvait surplomber l'entrée de toute la baie, ainsi que la plage située en contrebas, le seul endroit où l'on pouvait débarquer. Il se coucha derrière le rocher froid et humide et sortit furtivement le canon du fusil à harpon à travers les interstices du buisson. Il visa à travers le viseur rudimentaire du fusil la surface calme de l'eau en contrebas, enveloppée d'une brume épaisse. Il ajusta sa respiration, s'efforçant de calmer son rythme cardiaque. Il sentait tout le sang de son corps brûler. Un mélange de peur, de rage et d'une pointe d'excitation sanguinaire. La sensation d'un chasseur. Il se dit. Calme-toi. Il faut rester calme. D'abord observer, puis juger. Avant que l'autre partie ne manifeste une hostilité claire, il ne faut absolument pas tirer le premier coup. Le bruit du moteur se rapprochait de plus en plus. Enfin, une proue noire laide et massive apparut lentement, comme un fantôme, sortant de la brume épaisse à l'entrée de la baie. C'était le quête. Les pupilles de Sumingzhu se contractèrent instantanément en de minuscules points. Il fixait le bateau, ce bateau qu'il avait lui-même armé avec des pneus et des barres d'armature. L'arche était gravée au plus profond de lui. Oui, c'était bien lui. Les cordes qu'il avait lui-même renforcées sur le bastingage. La tôle de porte de voiture qu'il avait arrachée de force à l'arrière. Même le morceau de toile goudronné sur le toit qu'il avait accidentellement déchiré d'une petite entaille. Tout était parfaitement visible. Une rage violente d'un territoire violet lui monta instantanément à la tête.
Sa main tenant le fusil harpon était blanche à cause de la force. Il plaça lentement son doigt sur la gâchette froide du fusil harpon. Le bateau avançait très lentement, très prudemment. Les personnes à bord étaient manifestement remplies d'une certaine curiosité pour ce port étranger. Le Ikuzio Ao s'approchait lentement et prudemment de la seule étendue d'eau où il était possible de débarquer en contrebas. La respiration de Sumingzhu était presque arrêtée. À travers le viseur, il pouvait déjà voir clairement 2 personnes debout sur le bateau. L'une se tenait à l'avant du bateau, tenant une longue perche en bambou, et sondait prudemment les eaux, vérifiant la profondeur et les obstacles. L'autre se tenait à l'arrière du bateau, manœuvrant le moteur, et regardait de temps en temps autour d'elle avec vigilance. C'étaient eux, ces 2 foutus voleurs. Un éclair d'intention meurtrière froide traversa les yeux de Sumingzhu, mais il réprima de force l'impulsion de presser la détente. Il se dit que ce n'était pas encore le moment. Il voulait voir ce qu'il voulait faire exactement. S'il voulait juste s'arrêter pour se reposer, peut-être y aurait-il encore une marge de manœuvre. Mais s'ils osaient mettre le pied sur cette pente douce, essayant de s'approcher de son campement, il pointa lentement le viseur sur l'arrière du personnage qui manœuvrait le moteur. Il n'avait pas l'intention de tirer immédiatement. Mais il devait être prêt. Il savait que son avantage n'était qu'unique. Une fois que le premier tir n'atteindrait pas un point vital, ou ne parviendrait pas à avoir un effet dissuasif suffisant, alors ce à quoi il serait confronté ensuite serait une bataille presque sans chance de gagner. Le bateau se rapprochait de plus en plus. 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres. Le bateau finit par s'arrêter à une dizaine de mètres du rivage. Sans se rapprocher davantage, l'homme à l'avant du bateau enfonça profondément la perche en bambou dans la boue du fond de l'eau, faisant office d'encre temporaire. Ensuite, les 2 commencèrent à chuchoter quelque chose, semblant discuter d'eux. La prochaine étape. À ce moment-là, une brise marine souffla, dissipant légèrement le brouillard qui enveloppait la baie. Le soleil du matin, à travers la brume, recouvrait les visages des 2 personnes sur le bateau. Sumingzhu finit également par voir clairement leurs visages. À cet instant, il eut l'impression d'avoir été frappé de plein fouet par un éclair tombé du ciel. Son cerveau était vide. La vigilance et l'intention meurtrière sur son visage se figèrent instantanément. Ce qui prit leur place fut un choc et une confusion extrême, indescriptible avec des mots. Il vit que celui qui se tenait à l'arrière du bateau et manœuvrait maladroitement le moteur qui lui appartenait, était un homme grand, au visage froid et au regard perçant comme celui d'un aigle. Et celui qui se tenait à l'avant du bateau, sondant le chemin avec la perche en bambou, avec 2 petites fossettes sur le visage, était un jeune homme qui avait l'air très aimable et dont le tempérament contrastait complètement avec celui de la personne à côté de lui. « Je suis venu te chercher. » À cet instant, Sumingzhu eut l'impression d'avoir été frappé de plein fouet par un éclair tombé du ciel. Son cerveau était vide. L'alerte et la fureur sur son visage se figèrent instantanément. Ce qui prit leur place fut une stupéfaction et une confusion extrême, indescriptible. Il vit que celui qui manœuvrait maladroitement le moteur, qui lui appartenait, à l'arrière du bateau, était celui qu'il avait croisé dans la rue Ningay. Par une nuit de tempête, un homme grand au visage froid, et au regard perçant comme celui d'un aigle, ou polant, et celui qui se tenait à l'avant du bateau. Celui qui sondait le chemin avec une perche en bambou, avec 2 légers fossettes sur le visage, est un jeune homme d'apparence amicale, dont le tempérament est complètement opposé à celui de la personne à côté de lui. Le cuisinier qui lui a tendu un bol de soupe de poisson chaude sur le bateau de pêche et lui a offert une canne à pêche en mer. Li Kaosheng, comment se fait-il que ce soit eux, ces 2 personnes qui n'auraient jamais dû se croiser? On pourrait même dire qu'ils vivent dans 2 mondes différents, pourquoi se retrouvent-ils ensemble ici? Et conduit son bateau, le Kisuao, qui a disparu depuis une semaine. D'innombrables pensées confuses, comme une pelote de laine emmêlée, dans son esprit, s'entremêlent follement. Ils sont de mèche. Cette sympathique équipe de pêcheurs. Depuis le début, ce n'est qu'une escroquerie. Li Kaosheng lui a offert une canne à pêche. Juste pour l'endormir. Ensuite, ils se sont associés à ce Houlon-Lan, qui n'a pas l'air commode. Pour voler son bateau ensemble. Non, ce n'est pas ça. Sumingzhu se force à se calmer. Il se souvient des yeux sincères du vieux capitaine. Se souvient des conseils sincères et bien intentionnés du capitaine Neifan. Il n'y croit pas. Tout cela n'était que simulacre. Et s'ils sont vraiment de mèche? Pourquoi ne pas simplement conduire ce plus grand bateau de pêche et ne venir que 2 personnes? Et conduire son bateau, qui est si petit et si délabré. Qu'est-ce qui se passe alors? La main qui tient le fusil à harpon tremble légèrement à cause de l'énorme confusion. Il n'a pas appuyé sur la détente, mais n'a pas non plus baissé son arme. Il est juste comme une statue, allongé derrière ce rocher froid, fixant obstinément le bateau en bas, essayant de lire des réponses sur le visage des 2 personnes. Le bateau s'arrête lentement à plus de 10 mètres du rivage. Le jeune homme sur la proue, appelé Li Kaosheng, enfonce profondément la perche de bambou dans la boue au fond de l'eau, servant d'ancre. Puis, il lève la tête, comme s'il cherchait quelque chose. Son visage est empreint d'une fatigue et d'une anxiété indescriptibles. Mais dans ses yeux, on perçoit une lueur d'espoir. Et il y a quelqu'un? Li Kaosheng porte ses mains à sa bouche et crie vers la forêt vide. Sa voix est chargée d'un fort accent de Shaozhou. Sa voix résonne dans la baie silencieuse, effrayant un groupe d'oiseaux de mer qui se reposent sur la falaise. Petit frère, c'est toi?
Ce garçon qui conduit un bateau étrange. Il ne connaît pas le nom de Su Mingzu et ne peut que l'appeler de cette manière la plus simple. Nous sommes du bateau de pêche que nous avons rencontré auparavant. Nous ne sommes pas de mauvaises personnes. Nous sommes venus te chercher exprès. Sa voix est pleine de sincérité et d'une pointe d'urgence à peine perceptible. Su Mingzu ne bouge toujours pas. Il est allongé derrière le rocher, comme une pierre sans vie. Il ne sait pas s'il doit croire. Li Kaosheng ne semble pas mentir, mais le Oulonlan à côté de lui, silencieux comme un iceberg, lui fait ressentir une énorme menace du plus profond de son cœur. La combinaison de ces deux personnes est elle-même pleine de contradictions et d'irrationalité. Oulonlan ne dit rien. Lève juste la tête, ses yeux perçants comme ceux d'un vautour noir, lentement. Scrute centimètre par centimètre la dense pinède noire sur la montagne. Il semble chercher. Comme s'il était en alerte. Il se tient à l'arrière du bateau, le corps tendu comme un arc bandé. Une main ne quitte jamais un sac en tissu gonflé à sa ceinture. Petit frère. Je sais que tu es forcément là. Voyant qu'il n'y a pas de réponse, la voix de Li Kaosheng devient plus anxieuse. Sors vite. Nous n'avons plus de temps. Derrière, ce n'est peut-être pas sûr. Nous sommes venus ici en croyant tes paroles. Il n'y a qu'ici que c'est peut-être sûr. A été volé. Ils l'ont conduit dehors. Derrière, ce n'est pas sûr. En entendant ces quelques phrases, le cœur de Su Mingzu se serre violemment. Il y a tellement d'informations que son cerveau déjà confus est encore plus surchargé. Il se souvient de ce mensonge bienveillant qu'il avait dit avec désinvolture pour réconforter ses pêcheurs désespérés. Il n'avait jamais pensé que quelqu'un prendrait vraiment cette phrase au sérieux. Et viendrait vraiment le chercher. Le haut mur de colère et de suspicion qu'il avait construit dans son cœur. À ce moment, une fissure est apparue. Mais il n'a toujours pas complètement baissé sa garde. Il prend une profonde inspiration, lentement, petit à petit. Derrière cet énorme rocher, il se leva. Il ne se dirigea pas vers la falaise abrupte. Il choisit plutôt une position qui lui permettrait de maintenir une distance de sécurité absolue et un avantage d'altitude. Le fusil harpon qu'il tenait dans ses mains, déjà armé, restait fermement pointé devant sa poitrine, l'embouchure noire. Pointé au loin vers le bateau en contrebas. Qui êtes-vous ? Sa voix, à cause d'un long silence et d'une suppression délibérée, paraissait un peu rauque et froide. Les deux personnes sur le bateau furent manifestement effrayées par son apparition soudaine. Li Kaosheng le vit. Son visage afficha d'abord un air surpris, puis une joie extatique comme s'il était soulagé d'un fardeau. « Petit frère, c'est vraiment toi » cria-t-il. « Tu es encore en vie. » Il agitait les mains avec enthousiasme, ses fossettes étaient particulièrement visibles à cause de son sourire. Quant à Oupolan à ses côtés, il plissa légèrement les yeux. En regardant ce jeune homme qui apparut soudainement du haut de la falaise, armé d'une arme. Son visage ne montrait toujours aucune expression, mais dans ses yeux, il y avait une trace de gravité à peine perceptible. Il fit même inconsciemment un pas de côté derrière Li Kaosheng. Comme s'il voulait utiliser son corps pour bloquer une éventuelle ligne d'attaque. Ce petit mouvement augmenta encore la confusion dans le cœur de Su Mingzu. Il ne semblait pas être des complices. Ne vous approchez pas, interrompit froidement Su Mingzu. L'humeur de Li Kaosheng. Le bateau, restez là. Interdiction de s'approcher davantage. Vous deux, levez les mains. Que je vois. Le sourire sur le visage de Li Kaosheng se figea un instant. Mais il réagit rapidement. Il jeta un coup d'œil au fusil harpon dans la main de Su Mingzu, qui semblait avoir une puissance non négligeable, et regarda son regard plein de vigilance. Comme un oiseau effrayé, et leva immédiatement les mains, affichant un sourire amical et impuissant. Bien, des amis. Des amis. Petit frère, ne sois pas nerveux. Nous ne bougeons pas. Nous ne bougeons pas. Si nous étions des méchants, nous aurions déjà pris la fuite en bateau. Pourquoi serions-nous venus ici avec tant de difficultés pour te trouver ? Oupolan à ses côtés fronça les sourcils, un éclair d'impatience évident apparut sur son visage. Et du mépris. Mais il finit par lentement, et à contre-cœur, lever les mains. Ses yeux, cependant, restaient comme des couteaux. Fixés sur Su Mingzu. Dépêche-toi de parler, finit par dire Oupolan. Sa voix était basse et rauque, pleine d'impatience. Nous n'avons pas de temps à perdre ici. Li Kaosheng s'empressa d'arrondir les angles. Petit frère, écoute-moi. Nous ne sommes vraiment pas des ennemis. Maintenant, il y a des méchants partout dehors. Nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Si nous perdons encore du temps, nous allons tous mourir. Nous sommes venus parce que nous pensons que tu es une bonne personne, une personne préparée. Seulement en te suivant y aura-t-il une chance de survivre. Dans la baie. Tomba de nouveau dans un silence étrange. Parle. La voix de Su Mingzu était comme une pierre trempée par l'eau de mer. Froide et dure. Pourquoi mon bateau est-il entre vos mains? Où sont le vieux capitaine et les autres membres de l'équipe? Il demanda d'une traite. Les questions qu'il voulait le plus savoir dans son cœur. Le sourire sur le visage de Li Kaosheng disparut instantanément. Il fut remplacé par une sorte de tristesse immense et indescriptible. Ses lèvres se contractèrent plusieurs fois, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais finalement, il ferma simplement les yeux douloureusement. Quant à Oupolan, qui était resté silencieux tout le temps, il baissa lentement les mains, leva la tête et utilisa ses yeux froids. Sans aucune émotion, examina Su Mingzu sur la falaise et dit. Nous nous sommes dispersés depuis longtemps. L'équipe brisée. Nous nous sommes dispersés depuis longtemps, Oupolan. Cette voix basse et rauque était comme une pierre jetée dans la baie silencieuse, provoquant des cercles d'ondulations invisibles.
La main de Su Mingzhu tenant le fusil harpon. La main de Su Mingzhu tenant le fusil harpon a provoqué des ondulations invisibles. Son emprise se resserra un peu. Il fixait intensément les deux hommes en bas, chacun avec une expression différente. Son cerveau tournait à toute vitesse, essayant de déduire des informations réelles de cette phrase concise, mais pleine de possibilités infinies, dispersées depuis longtemps. Il répéta froidement, le canon de son arme ne bougeant pas d'un iota. Une flotte aussi importante. Vous dites qu'elle s'est dispersée si vite? Vous me prenez pour un enfant de 3 ans? C'est vrai, petit frère. Li Kaosheng fit un pas en avant avec empressement, mais s'arrêta aussitôt sous le regard d'avertissement de Houpolan. Il leva les deux mains, le visage rempli de tristesse et d'impuissance. L'affaire n'est pas comme tu l'imagines. Écoute-moi te l'expliquer lentement. D'accord? Son Mingzhu ne dit rien, se contentant de lui faire signe de continuer avec les yeux. Li Kaosheng prit une profonde inspiration, comme pour organiser ce souvenir douloureux et insupportable. Son regard devint également un peu mélancolique. Ce jour-là, après nous être séparés de toi, Hubert, c'est-à-dire le vieux capitaine, nous a emmenés. Plongé tête baissée dans cette eau trouble, en direction du fleuve Chang. Au début, tout le monde avait encore beaucoup d'énergie. Tout le monde pensait à rentrer vite à la maison, à retrouver vite sa femme et ses enfants. Nous avons navigué pendant 2 jours et 2 nuits entiers. La voix de Li Kaosheng devint un peu sèche. Ces 2 jours, les scènes que nous avons vues étaient plus terribles que l'enfer. Partout, il y avait des cadavres flottants. Des voitures détruites et ces maisons à moitié inondées. Dans certaines fenêtres, on pouvait même voir des silhouettes. Il sembla se souvenir de quelque chose de terrible et son corps fut pris d'un frisson incontrôlable. Nous avons navigué tout le long, en utilisant les haut-parleurs du bateau, dans l'espoir de trouver des survivants. Mais il n'y avait personne. Toute la ville de Ningye était comme un immense tombeau sous-marin silencieux. 2 jours plus tard, nous sommes finalement arrivés à l'endroit indiqué sur la carte comme étant la frontière entre Ningye et Susheng. Selon la route d'origine, il aurait déjà dû y avoir de la terre ferme. Mais, Li Kaosheng secoua la tête avec douleur. Mais, il n'y avait rien là-bas. À part de l'eau, toujours de l'eau. Une eau gris-jaune sans fin. À ce moment-là, tout le monde s'est effondré. Nous avons finalement compris que ce que tu avais dit au début était vrai. L'eau ne se retirera pas. Notre maison a disparu. Notre famille aussi, peut-être, a disparu. L'atmosphère sur le bateau était si étouffante qu'il était difficile de respirer. Son Mingzhu pouvait imaginer quel genre de désespoir glacial c'était lorsque le dernier espoir était impitoyablement anéanti par la réalité. Et ensuite, demanda-t-il avec insistance. Ensuite, la flotte s'est dispersée, dit Li Kaosheng avec amertume. Le moral des gens s'est également effondré. Les provisions sur le bateau ont commencé à poser problème. Houpolan, qui était resté silencieux tout le temps, intervint soudain, sa voix froide. Comme s'il énonçait un fait qui ne le concernait pas. L'eau suffisait à peine pour que tout le monde boive pendant 2 jours. Le diesel était également presque épuisé. Li Kaosheng hocha la tête et continua, oui. Hubert, il s'est complètement effondré. Il s'est enfermé dans la cabine de pilotage. Sans manger ni boire, ne voyant personne. La flotte n'avait plus de chef. Alors tout le monde a commencé à se disputer violemment. Une partie des gens, principalement ceux qui, comme Dao Bagé, n'avaient pas beaucoup d'attaches familiales, des célibataires. Ils pensaient que continuer vers l'intérieur des terres était une impasse. La seule issue était de faire comme toi. De faire demi-tour et de prendre la mer pour tenter sa chance sur ces îles. Mais Hubert et Agnew, ainsi que nous autres, ceux qui avaient des personnes âgées et des enfants à la maison, n'étaient pas prêts à abandonner. Nous pensions que, et si notre famille était sauvée par l'équipe de secours du gouvernement, et s'ils étaient à Jinling, à Jiansheng, à nous attendre? Cette nuit-là, nous nous sommes disputés toute la nuit. Le lendemain matin, nous avons découvert que Dao Bagé et les autres avaient disparu. La voix de Li Kaosheng portait une trace de peur rétrospective. Ils ont pris le plus rapide des petits bateaux de pêche de notre flotte. Ils ont aussi pris la plupart du diesel de rechange et une partie de l'eau douce à bord. Ils sont partis comme ça, sans même dire au revoir. Ils ne sont pas partis. Houpolan a corrigé froidement, ils ont volé. Si Kanchou ne s'était pas battu désespérément pour protéger le réservoir de carburant du navire principal, nous n'aurions même pas assez de carburant pour faire demi-tour. Le cœur de Su Mingzhu coulait peu à peu. Il savait que c'était la fin du monde. Quand l'ordre s'effondre et que l'espoir s'évanouit, la bonté la plus simple sera déchirée en morceaux par l'instinct de survie. Et vous alors? Il regarda Li Kaosheng. Pourquoi êtes-vous ici? Et le vieux capitaine? À moins que, il a décidé de continuer vers l'ouest. La voix de Li Kaosheng était pleine de fatigue. Il a dit qu'il voulait voir les gens vivants. Ou leurs corps morts. Il a partagé la plupart du poisson séché restant sur le bateau et un peu d'eau douce. Avec ceux d'entre nous qui ne voulaient pas aller plus loin. Et puis il a emmené Agnew et les autres, naviguant sur le grand bateau, pour continuer en amont de la rivière Chang. Kanchou, moi, et quelques autres frères, avons navigué sur un petit bateau. Nous avons décidé de faire demi-tour et de retourner aux îles Shanlou. Nous pensons que tu as raison. Il n'y a que sur les îles que nous pourrons survivre. Nous avons navigué pendant 2 jours et avons enfin vu ces montagnes. Mais la situation ici est différente de ce que nous pensions. Sur le visage de Li Kaosheng apparaissait une trace de peur. Il y a trop de monde ici.
Il y a des gens partout. Dès que nous nous sommes approchés de l'île principale, nous avons été encerclés par plusieurs navires. Ces gens sont les aborigènes de l'île. Ils ont des harpons et des machettes à la main. Ils sont très féroces. Ils ont dit que c'était une période de crise, afin d'empêcher les réfugiés étrangers de s'emparer des ressources. Tous les navires et le personnel étranger doivent accepter la gestion unifiée du comité autonome de Yinfan. Comité autonome de Yinfan. Su Mingzhu a saisi ce mot-clé avec acuité. Oui, pour la première fois, le visage de Wu Bolan a révélé une trace de mélange de dédain. Ils ont des armes. Ils ont des bateaux. Ils détiennent toutes les ressources de l'île. Ils ont construit un nouveau port juste dans le creux de la montagne de l'île principale. Tous les navires étrangers doivent y accoster. Nous avons été emmenés de force dans ce nouveau port. Dans la voie de Li Kaosheng, il y avait une trace d'humiliation. Cet endroit est moins un port qu'un camp de concentration. Tous les navires étrangers ont été confisqués par eux et gérés de manière unifiée. Nous, les étrangers, avons également été dispersés par eux. Ils ont dit que nous, les étrangers, voulions survivre sur l'île, nous devions contribuer à la communauté. Ils nous ont attribué les pires logements au pied de la montagne. Ces taudis faits de chiffon et de bois pourri ne recevaient qu'un peu chaque jour. De poissons séchés moisis et une demi-bouteille d'eau. Ils nous laissaient faire le travail le plus dur et le plus dangereux. Nettoyer les ruines inondées et récupérer les fournitures utiles. Ils appellent ça du travail en échange d'une intégration. Wu Bolan a ajouté froidement, en clair. Ils nous traitent comme des esclaves qu'ils peuvent utiliser à volonté. Le cœur de Su Mingzhu a complètement coulé au fond. Il savait que ce soi-disant comité autonome n'était rien de plus qu'un groupe d'esclavagistes déguisés avec un vocabulaire civilisé. Et Kanchu et les autres, nous avons été dispersés. La voix de Li Kaosheng s'est affaiblie. Kanchu a été affecté à une autre équipe pour réparer les bateaux. Certains des autres frères ont été envoyés abattre du bois, d'autres ont été envoyés en faction. Les gens du comité sont très intelligents. Ils ne nous laissent jamais, nous les étrangers, nous réunir. Ils ont peur que nous nous unissions pour créer des problèmes. En dehors du travail, nous ne nous voyons presque jamais. Et lui, le canon de Su Mingzhu s'est légèrement déplacé vers Wu Bolan. Pourquoi est-il avec toi? Il n'est pas de votre flottille, lui. Li Kaosheng jeta un coup d'œil à Wu Bolan, son regard devint plus complexe, semblant porter une trace de sympathie et de crainte. Il s'appelle Wu Bolan. C'est Fubo. C'est le vieux capitaine qui l'a sauvé dans la ville de Ningye. Sauvé? Su Mingzhu était encore plus perplexe. Ah oui. Li Kaosheng hocha la tête, se souvenant de la scène de l'époque, avec encore une trace de peur persistante sur son visage. Lorsque nous avons traversé les ruines de Ningye en bateau, nous l'avons trouvé sur un immeuble de grande hauteur qui laissait encore apparaître une douzaine d'étages. À l'époque, il était seul, piégé au sommet de l'immeuble, dans un très mauvais état, n'ayant rien mangé ni bu depuis plusieurs jours. Il était sur le point de se déshydrater. Fubo avait bon cœur, voyant que c'était un jeune homme. Alors il a demandé à Hanyu et aux autres de le secourir avec un petit sampan. Après qu'il soit monté à bord du bateau. Il ne disait pas un mot. On lui demandait comment il s'appelait, s'il avait encore de la famille. Il était comme un muet. Mais il était doué pour le travail, sa force était incroyablement grande. Fubo l'a laissé nous suivre, faisant des petits boulots sur le bateau, au moins il avait de quoi manger. Plus tard, la flottille s'est divisée. Fubo et les autres ont continué vers l'ouest. Lui, il nous a suivis sur ce petit bateau et est revenu ensemble. Une fois arrivés sur l'île principale, nous avons été mis en pièces par les gens de ce comité. Comme il savait se battre, quelques locaux ont voulu l'intimider, mais il les a mis à terre. Avec 3 coups de poing et 2 coups de pied. Plus tard, les gens du comité ont vu qu'il n'était pas facile à provoquer. Alors ils l'ont aussi affecté à notre équipe de nettoyage. Su Mingzhu regarda Wu Bolan. Il a immédiatement compris. Dans ce nouveau monde sans loi ni règle, un individu silencieux et puissant comme Wu Bolan est en soi une forme de dissuasion. Nous avons travaillé ensemble pendant quelques jours. Li Kaosheng a continué à dire, jusqu'à hier. Notre équipe de nettoyage a découvert ton bateau lors du nettoyage d'un quai de quartier riche inondé. Les pupilles de Su Mingzhu se sont soudainement rétrécies. Alors mon bateau a-t-il aussi été volé par eux? Voleurs et alliés. Alors mon bateau a-t-il aussi été volé par eux? La voix de Su Mingzhu était comme une pierre jetée dans un étang profond, brisant le bref silence suffocant du port. Il fixa Wu Bolan du regard, essayant de saisir la moindre trace de tromperie ou d'esquive sur le visage de l'autre. Li Kaosheng hocha lourdement la tête. Une expression de colère et de peur apparut sur son visage. Oui, il le dit presque en serrant les dents. C'est ce groupe de salauds qui l'a fait. Mais ce n'est pas tout à fait ce que tu crois. Qu'est-ce que tu veux dire? Les sourcils de Su Mingzhu se froncèrent encore plus. Ce n'est pas l'ordre du comité. Wu Bolan, qui était resté silencieux tout le temps, a de nouveau donné une information clé à sa manière concise. Li Kaosheng a repris la parole, essayant désespérément d'expliquer. Non, ce n'est pas l'ordre des chefs du comité. C'est quelques fauteurs de troubles locaux de notre équipe de nettoyage qui suivent Ding Luo.